Merci d'être avec nous. Regardez les images qui l'illustrent. C'est l'hélicoptère Apache, ce type d'hélicoptère en tout cas qui a été abattu. C'est le mot employé, le verbe employé par Donald Trump ce soir qui dit sa colère. Il faudra répliquer, dit-il. Hélicoptère Apache abattu par les Iraniens. Je vous donne l'état des informations. 2 membres d'équipage d'un hélicoptère Apache de l'armée américaine ont été secourus. Ils sont sains et saufs. Et on verra dans quelles circonstances extrêmement particulières par les forces américaines. Leur hélicoptère s'est abîmé près des côtes d'Oman. Il patrouillait dans les eaux régionales. Qu'est-ce que ça veut dire régional? Vous nous aiderez à le dire. Les soldats ont été secourus sains et saufs en 2 heures environ. Leur état est stable. Une enquête est en cours. Et ce soir, on va l'entendre dans quelques instants. Trump dit riposte. Ça ne peut pas rester sans réponse. Elisabeth Shepard-Selin, vous qui êtes fille, petite fille de militaire, toute votre famille est pleine d'officiers de la CIA, de l'armée américaine, etc. Là, il y a l'orgueil de l'armée américaine qui est giflé. Non, là, il y a l'orgueil et pour Trump qui essaie de, je sais pas, slalomer ou entre une réponse forte et les négociations, il y a aussi derrière lui un certain nombre de républicains, notamment Mike Rogers qui est à la tête, enfin un républicain à la tête de la commission des forces armées, qui dit il va falloir une véritable réponse. À partir du moment où on touche aux Américains, il va falloir une vraie réponse. La deuxième chose que je dirais, juste parce que c'est intéressant d'un point de vue technique, c'est la première fois, je crois, qu'on utilise le sort de drone, le navire comme assez grand, qui a secouru ces 2 pilotes, et ça aussi, il faut le dire. Le choc, quand même, Mathieu Derrien, vous êtes à Washington, on est là, il y a eu beaucoup de pertes précédentes, on va y revenir, mais celle-là, évidemment, a un sens particulier, et ça réagit à Washington. Oui, bien sûr, Donald Trump vient accuser directement l'Iran. Jusqu'ici, le Pentagone se contentait de dire qu'il y avait une enquête en cours pour déterminer les circonstances de ce crash. Mais voilà, Donald Trump a été beaucoup plus direct sur son réseau social, Truth. Il accuse directement l'Iran d'être responsable de ce crash au-dessus du détroit d'Ormuz. Alors, il ne dit pas beaucoup plus sur les circonstances exactes de ce crash, mais des officiels de l'armée ont précisé qu'il s'agissait probablement d'un drone iranien qui serait entré en contact avec cet hélicoptère Apache, et Donald Trump dit que les pilotes sont sains et saufs, mais promet quand même cette riposte à la fin. Cette riposte, cette promesse de riposte a trouvé un écho presque immédiat chez Ted Cruz notamment. Vous savez, c'est un peu un des va-t-en-guerre du Congrès américain, le sénateur du Texas. Il a dit que trop, c'est trop, et qu'il était d'accord avec le président américain qu'il fallait répondre à cette attaque. Le problème, c'est de savoir la forme que pourrait prendre cette riposte. Est-ce que Donald Trump va prendre le risque d'une démonstration de force qui pourrait déclencher une nouvelle escalade dans la région, ou au contraire, est-ce qu'il va rester mesuré pour essayer de sauvegarder les discussions en cours avec l'Iran? Voilà, on n'en sait rien, mais pour l'instant, en tout cas, ce nouvel incident et cette promesse de riposte, eh bien, elles viennent mettre une nouvelle fois en doute la faisabilité d'un accord entre les États-Unis et l'Iran. Merci beaucoup Mathieu. Sur ce plateau, on va entendre Trump dans un instant. Il a pris la parole et vous allez entendre ses propos. Avec nous aussi, Michel Goya, merci beaucoup mon colonel. Sophia Amara, merci beaucoup Sophia. La voix des Trumpistes en votre personne, Isaac Barchicha, vice-présidente des Républicains à l'étranger, merci beaucoup de vous avoir. Merci. Général Yakovlev d'être venu, et toujours Guillaume Roquette. Mais oui, on vous dit toujours merci, vous êtes toujours le bienvenu, Michel. Vous avez votre carton ici. Hein? Serviette. J'ai mon rond de serviette. Écoutez Trump ce soir. Un hélicoptère de l'armée se serait écrasé dans le détroit. Pouvez-vous nous donner des nouvelles à ce sujet? Les pilotes vont bien, personne n'a été blessé. Nous publierons un communiqué demain, mais ils vont bien. On sent le soulagement, pas de mort, tout aurait changé, c'est évidemment la grande différence. Pas de mort, on ne fait pas de guerre sans avoir des morts. Et c'est Trump qui a décidé d'aller là-bas, donc qu'il ait des morts. Chaque pays voit ses morts comme étant très chers et évidemment, quel que soit le camp dans lequel on se place. Mais dans cet accident, pas de mort. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas eu de pilote tombé sur le territoire ennemi, qui aurait été un problème, comme ça a été le cas, rappelez-vous, de ces 2 pilotes américains que les forces américaines ont pu sauver. Ensuite, le deuxième point, c'est que
finalement, ça n'est pas tant cet hélicoptère Apache qui pose problème, et le fait qu'il ait été frappé par un drone iranien, ça peut arriver. C'est le fait que les forces américaines sur place s'amenuisent, et que c'est ça qui pose problème, et qui montre aux Iraniens qu'ils peuvent s'engaillardir, parce que les Américains sont plutôt en phase de retrait, apparemment pour l'instant. Isaac Barchicha, c'est votre président. Vous savez déjà, je vous avertis tout de suite sur ce plateau, ils vont vous sauter dessus, ils vont dire « Ah, voilà, encore un échec de Trump ». On s'est trompé de pilote pendant les Apaches, je crois. On aurait dû en mettre quelques-uns autres, mais bon. Non. Après, d'abord, ce qui se passe, on voit depuis quelques semaines des petites attaques par-ci ou par-là que l'Iran tente. Aujourd'hui, avec cet hélicoptère, hier avec Israël, le Yémen qui a encore envoyé ce soir un missile qui a échoué en route. On voit qu'ils ont attaqué les Émirats Arabes Unis il y a encore quelques jours. En fait, on voit que l'Iran, on a inversé la tendance, essaye par tous les moyens de réveiller le géant américain. Alors que Trump, qu'on a connu tous ici, et que tous, avec beaucoup d'amour et de tendresse pour lui, ont dit qu'il allait attaquer, que c'était un bourrin, etc., et que depuis quelques semaines, il prend le temps de tenter, en tout cas, un chemin pour un accord. Alors, on n'a peut-être pas tous toujours la bonne compréhension de cet accord, mais j'aurais bien aimé que des pays comme la France félicitent au moins Trump d'essayer de trouver un accord. Voilà, on n'a pas vu de communiquer en ce sens maintenant. Et là, l'Iran essaye de réveiller un géant. Donc, à un moment donné, il va falloir que l'Iran se décide une bonne fois pour toutes. Est-ce qu'ils sont prêts vers un chemin, vers une discussion sérieuse, qui, on le sait depuis le début, ce ne sont pas des gens très bienveillants, voire des gens très honnêtes, ce qui nous a amené aujourd'hui à se dire, est-ce que cette guerre est nécessaire ? Oui. Et est-ce qu'elle va reprendre ? Ça dépend de l'Iran. Oui, en fait, pour moi, c'est un non-événement dont il importe de ne pas faire un événement. D'abord, on n'est pas du tout sûr que cet hélicoptère ait été ciblé au sens avec l'intention de l'abattre. Parce que si c'était un drone avec une charge explosive qui avait explosé, il n'y aurait pas de pilote pour en parler aujourd'hui. Donc si ça se trouve, c'est un drone qui volait par là et l'hélicoptère était devant, ils sont percutés. Autre possibilité, le pilote a flingué le drone et des débris du drone ont été avalés par la turbine. Ça, c'est possible. Le fait est que l'appareil n'a pas explosé en l'air, il s'est posé suffisamment en douceur, donc le rotor tournait encore, il a pu se poser suffisamment en douceur pour que les deux pilotes soient pas... Vous les connaissez bien, les généraux américains. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est pas... Il reste à démontrer que c'est une intention délibérée des Iraniens de flinguer un Apache au-dessus d'Oman. Pour moi, c'est pas clair du tout. Général, attendez, vous faites comme s'ils allaient faire de la natation dans le détroit d'Ormuz. Je pense que vos copains, vous les connaissez, ces généraux américains. Ils n'ont pas dû prendre ça à la légère, là, cet après-midi. Non, quand on leur a dit, on est désolé. L'intentionnalité, c'est tout. Vu ce qu'on en sait, attention, vu ce qu'on en sait, même Trump, il dit, il n'a pas dit, salauds d'Iraniens qui m'ont flingué un avion, un hélicoptère. Non, it's a downed helicopter. C'est un hélicoptère qui... Abattu, dit Trump. Écoutez. Abattu, s'il a percuté un drone qui voulait flinguer, voilà. Ce que je veux dire, c'est que l'intentionnalité de l'Iran de flinguer un hélicoptère américain au-dessus de la mer d'Oman reste à démontrer. Et d'ici là, et en attendant, il serait intéressant pour les Américains de, comme on dit en cavalerie, on boit frais, vous voyez, on réfléchit. Entrons dans le détail. Voilà. Entrons dans le détail avec vous, Général Duterte. Vous êtes le grand pilote. C'est à vous, évidemment, de donner l'explication. Bonsoir, Général. Merci beaucoup, Patrick Duterte. Essayez de nous éclairer d'abord sur les circonstances de la chute, du combat. Qu'est-ce qui a pu se passer ? Accident, collision. En tout cas, CNN ce soir parle de l'action d'un Shahed, qui est évidemment le drone emblématique des Iraniens. D'après vous, quelle est l'hypothèse qui peut être retenue pour l'instant ? S'il avait explosé, il n'y aurait pas d'hélico. Moi, à mon sens, l'hypothèse, c'est que peut-être que l'hélicoptère Apache qui était en patrouille dans la zone a essayé d'intercepter un Shahed, en fait. C'est pas le Shahed qui cherchait directement, c'est une des hypothèses, qui cherchait directement à détruire l'hélicoptère. D'ailleurs, il n'est pas fait pour ça, mais plutôt un Shahed qui était intercepté par l'Apache. Et si vous êtes trop arrière au moment de l'explosion du Shahed, lorsque vous l'abattez, vous risquez en fait de prendre des éclats. Et les éclats, en fait, peuvent conduire à une panne moteur. C'est peut-être ce qui s'est passé, ce qui expliquerait aussi le fait que l'hélicoptère, comme le disait Michel Yakovlev à l'instant, c'est plutôt posé en douceur. C'est la même chose pour un avion de combat. Si vous avez plein arrière comme ça sur un Shahed et qu'il explose, vous avez un risque non négligeable que les débris rentrent dans les réacteurs. Et donc, ça peut être un effet, si vous voulez, quelque part indirect d'une attaque de Shahed.
Mais qu'est-ce que fait un Shahed dans la région ? Attendez, je vous donne tout de suite la parole. Juste là-dessus. Qu'est-ce que fait un Shahed dans cette région ? Je veux dire, il est là avec un objectif, il se balade pas pour faire une excursion. Ça, bien sûr. Donc c'est... Les Shahed là, soit ils font la reconnaissance, mais a priori les Shahed ils sont là pour attaquer des objectifs au sol. Mais en vol, ça n'a jamais été vu. Ce qui peut détruire un hélicoptère au sol, c'est des missiles solaires dédiés à cet effet, et auquel cas, le scénario aurait été totalement différent. Hein. C'est-à-dire que l'hélicoptère, à mon sens, se serait crashé avec tous ses pilotes. Michel Goya. Oui, mais pour moi, c'est effectivement un non-événement. C'est-à-dire que on est dans la zone. Je rappelle que les Iraniens n'ont pas revendiqué la destruction de cet hélicoptère. S'ils avaient attendez. Araki, ministre des Affaires étrangères, est en train de s'amuser. Hein. Il s'amuse. Il répond à Trump. Oui. Il répond à Trump qui dit attention, je vais riposter. Non, ils sont. Mais des accrochages, il y en a quand même eu un certain nombre contre les navires américains. Il y a eu des attaques contre les navires américains. Il y a eu des drones qui ont été détruits. C'est-à-dire chaque fois que vous avez quelque chose d'américain qui pénètre dans la zone qui est revendiquée par les Iraniens, contrôlée par les passedarans, il y a des attaques. Voilà, la différence, c'est que pour l'instant, c'est un incident qui a failli, qui a été le plus près de provoquer des morts du côté américain. Alors, avec cette histoire de Shahed, le Shahed, il peut faire aussi de l'observation. Hein, c'est une caméra, il sert à ça. Donc, vous avez certainement le scénario, pour l'instant, qui me paraît effectivement le plus probable, c'est un Shahed qui était lui aussi en patrouille dans la zone. Il n'est pas fait pour attaquer des hélicoptères. Hein. C'est beaucoup plus dur de piloter un Shahed pour aller frapper un hélicoptère que l'inverse. Hein. Michel Goya, on verra comment Trump interprète tout ça, parce qu'évidemment c'est ça, que quelle que soit votre interprétation, Trump tout à l'heure vient de déclarer, hein, si les gens sont stupides, je pense qu'il parle de l'Iran, nous finirons par nous retrouver dans une situation où nous devrons raser toute l'infrastructure d'une nation. Il ne prend pas tout à fait à la légère ce qui est en train de se passer. Revenons au sauvetage, s'il vous plaît, Général Dutartre, puisque là, on a des images de ce drone dit Corsair qui aurait été utilisé. Donc, ils se sont posés sur l'eau et le drone qu'on va voir s'est approché. Il a fallu quand même 2 heures. Hein. Il paraît que l'eau est chaude. Elle fait 25 ou 30 degrés. Les membres d'équipage de l'Apache ont été secourus par un véhicule de surface non habité. C'est ce qu'on a là sous les yeux. Confirmation donnée par le commandement central américain. Comment ça marche ? Alors ça, quelque part, c'est pas loin d'être une première, hein, à ma connaissance. Hein. C'est-à-dire que qu'il y ait des drones non pilotés déjà navals, il y en avait pas beaucoup. Hein, c'était surtout en Ukraine, c'était utilisé. Le fait que les Américains en utilisent, à ma connaissance, ça fait partie des premières. Et le fait aussi que ce drone non piloté, avec pas d'équipage à bord, piloté à distance, puisse récupérer des équipages, c'est aussi quelque part une première. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les Américains se sont préparés à ce type d'engagement, et c'est un succès de rescue, ce qu'on appelle chez nous de récupération des équipages au combat ou en search and rescue, et un peu ce qui s'est passé lorsque les 2 pilotes de F-15 avaient été abattus, mais là c'est en mer, et donc c'est une très belle opération de récupération si c'est confirmé par CENTCOM, effectivement. Oui, alors, pour une fois, je suis pas d'accord avec le général Dutartre au sens où je me mets dans la tête des 2 pilotes. Donc, il y a un très joli bateau qui arrive à leur hauteur, et puis il y a un haut-parleur avec une voix intelligence artificielle qui dit « Alors, beau gosse, tu montes ?» Et si le mec, il a perdu un bras dans l'affaire, il fait comment pour monter ? Je veux dire, jusqu'à présent, leur rescue, ça s'est fait avec des mecs. Des hommes ou des femmes qui vous aident à sortir de l'eau, qui vous aident à monter sur le bateau. Une fois que vous êtes sur le bateau, ils vous déséquipent, ils commencent à regarder s'il y a des soins. Parce que, soit dit en passant, si le bateau a mis 2 heures pour les rejoindre, il a mis 2 heures pour revenir. Donc pendant 4 heures, ils n'ont pas été médicalisés. C'est quoi cette opération de sauvetage là ? C'est vraiment un truc en bois des îles là. On envoie un robot pour sauver des mecs. C'est pas des robots, les mecs. Ouais. C'est très intéressant, intéressante objection. Oui, non, accessoirement, c'est comme ça que l'on fait maintenant en Ukraine. Hein. Ouais, c'est ce que j'ai dit. On sauve les gens par des robots, mais parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité en réalité. Hein, c'est beaucoup trop. Non, mais donc oui, vous avez des gens qui se retrouvent pendant plusieurs heures en brancard sur un robot dessus. Ça fait réagir. Mais effectivement, alors peut-être qu'ils étaient au courant de l'état des pilotes. J'allais dire, ils ont été peut-être au courant de l'état. Ça s'est pas fait d'un seul coup. Ils savaient que les 2 hommes étaient valides. Patrick Dutartre, répondez à votre copain le général Yakovlev, qui trouve que c'est pas assez humain.
Non, mais Michel a totalement raison sur le coup de l'humain, mais en fait, on n'en connaît pas assez sur les circonstances. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que peut-être que ce drone, c'est un drone naval d'opportunité. En fait, simplement qu'il patrouille parce qu'il a moins de risques de circuler actuellement dans le détroit. Et puis là, il se passe quelque chose. Et ben, c'est une très bonne initiative d'envoyer un drone, mais ça ne se substitue pas, bien sûr, à une récupération par des moyens traditionnels de combat de SAR, tel que ça a été fait avec les pilotes de F-15, et ça le fait aussi en maritime. Mais je ne sais pas si Michel s'est posé beaucoup sur l'eau. Moi, ça m'est arrivé. Écoute, la première chose qu'on fait, c'est que c'est quelqu'un qui vient nous donner un coup de main. On se débrouille un peu tout seul, quand même, quand on se pose sur l'eau, au départ. Racontez ça, Patrick Huttard, parce que quand on monte dans les avions, on vous dit toujours que si l'avion se pose sur l'eau, et puis en fait, brace, voilà. Et en fait, on a quelques doutes sur ça marche. Donc parfois, ça marche quand même. De quoi ? De se poser sur l'eau ? Oui, vous l'avez fait. Ah non. Ce qu'on fait, c'est que les pilotes de combat et les pilotes d'hélicoptères s'entraînent, si vous voulez, dans le cas d'amérissage ou pour nous, les pilotes de chasse, de s'éjecter. On se pose pas sur l'eau avec un avion de combat. On l'a fait une fois avec l'Airbus A320 avec Sully, dans des conditions extraordinaires et qui est plus adapté d'ailleurs à ce genre de choses, Hudson. Mais évidemment, nous, on se pose pas avec un avion de combat sur l'eau. On s'éjecte dans ces cas-là. Et donc, on est entraîné, si vous voulez, à arriver sous parachute. Et puis, on a un dinghy qui est accroché au parachute, et puis une fois qu'on tombe dans l'eau, on se débarrasse du parachute et puis on monte à bord du dinghy. Et là, si vous avez un drone qui vient vous donner un coup de main, c'est plus confortable que le dinghy. Mais cela dit, ça n'empêche pas évidemment d'avoir après toute une opération. Mais je pense que peut-être que c'était des risques, ça n'avait pas été prévu. Une opération de combat de SAR avec des hélicoptères au milieu du détroit aurait été extrêmement délicate, extrêmement dangereuse, et on aurait perdu peut-être des équipages en fait. Alors que là, finalement, quelque part, on sauve 2 pilotes d'hélicoptères qui ont eu un incident, comme le dit tout à l'heure Michel Goya aussi. Il faut voir de quelle nature cet incident. Moi, je pense que si c'est effectivement un Shahed qui est en cause, c'est probablement soit effectivement il faisait la reconnaissance, soit il faisait une mission et l'Apache a essayé de lui tirer dessus, bien sûr, et il a pris des éclats, ce qui peut entraîner une perte évidemment du moteur ou une perte du parti de... Général, restez encore avec nous, on reviendra à ce qui s'est passé exactement, mais là, l'Iran pavoise ce soir, il y a quelques instants, réaction de l'agence de presse d'État iranienne, qui se paye le luxe de faire donner la leçon aux Américains. Il dit, mais le droit est avec nous. Pourquoi un hélicoptère américain survolait-il l'espace aérien de l'Iran, disent les Iraniens? Que se serait-il passé si un hélicoptère iranien avait survolé la baie de San Francisco? Guillaume Roquette, on voit que l'Iran se donne le beau rôle du droit international. Oui, absolument. Alors, ce serait intéressant de savoir où exactement a eu lieu cette destruction de l'hélicoptère. Est-ce qu'on était dans l'espace aérien iranien? Parce qu'effectivement, à ce moment-là, c'est une réponse à une agression. Mais pour le reste, ça paraît quand même étonnant. Ce qui est étonnant aussi, c'est que les Iraniens pavoisent un petit peu et fanfaronnent, voilà, je cherchais le mot, mais pour autant ils ne disent pas c'est un coup important que nous avons porté à l'ennemi dans le cadre de cette guerre. Donc c'est vrai qu'il y a une forme ils assument sans vraiment l'assumer. Ils le revendiquent tout en disant que c'était pas tout en laissant entendre que c'était pas forcément délibéré, ce qui accrédite la thèse du général Yakovlev sur en gros la balle perdue. Alors il y a quand même là le Parlement qui vient de faire un communiqué. Nous baisons la main de ce guerrier. Là, ils ont déjà élevé le niveau de. Non, mais vous aviez raison jusqu'à 22h38 et 15 secondes. Ils l'ont entendu. Ils vous ont entendu. Nous baisons la main de ce guerrier, dit ce responsable du Parlement, qui a abattu le diable. Oui. C'est vrai. On change un peu de ton. Shahed, franchement. Oui, pas très intentionnel. Je rappelle que d'abord c'est un hélicoptère Apache, c'est l'hélicoptère de l'US Army, de l'armée de terre. Donc il vient pas de bateau, il vient pas de la mer. Donc il était basé à terre. On ne sait pas très bien où. Donc il n'avait rien à faire dans le golfe d'Oman où là c'est la zone marine et des Marines qui patrouillent. Donc il devait probablement être effectivement plutôt du côté du détroit d'Ormuz. Ça c'est le premier élément. Et deuxième élément, c'est qu'effectivement les Américains n'ont pas mené une opération XAR de grande ampleur. Parce que aussi, certainement, ils considéraient que la zone n'était pas si dangereuse que ça. Sinon, ils auraient employé les grands moyens. Ils mettent toujours le paquet. Au passage, d'ailleurs, je rappelle, il y a un président aux États-Unis à qui ce genre de choses est arrivé. C'est le président Bush père.
qui a été abattu au large du Japon, qui a été récupéré in extremis par un sous-marin. Je ferme la parenthèse. Donc oui, c'est probablement près du détroit d'Ormuz, dans un endroit où, en tout cas, l'endroit où l'hélicoptère s'est posé, qui ne devait pas être très menacé par les Iraniens. Est-ce qu'il y a un problème, de Trump dit toujours « je déteste les losers ». Là, Bruno Tertrais sur ce plateau rappelait que la grande opération, le précédent où deux hélicoptères, même 3 étaient tombés, c'était quand Carter a essayé de libérer les otages américains. Et évidemment, Trump veut éviter tout sauf ça, le scénario de la lose. Alors, réponse courte, oui, mais je voudrais quand même revenir parce que je constate avec beaucoup de respect, parfois de sympathie, de l'effort qui est fait parfois par les militaires à trouver des excuses pour parler encore d'un non-événement avec l'Iran qui essaye de réveiller le monde, qui essaye de réveiller les voisins, qui cherchent l'affrontement. On parle d'un non-événement, certes c'est pas un événement majeur. Quand même, les Américains n'iront pas chercher les Iraniens avec un petit hélicoptère Apache. Par contre, les Iraniens, eux, ils iront tenter d'attaquer les Américains avec tous les moyens possibles, et on l'a vu. Et donc, ça montre encore une fois qu'il y a une volonté de tout faire pour saboter les efforts qui sont fournis, parce qu'on sait très bien que quand le Yémen attaque Israël ou le Hezbollah, dont nos amis LFI sont en train de se balader là-bas, et en Liban, faut le dire aussi en ce moment, et qu'il y a des manifestations contre Rima Hassan au Liban. Exactement. Exactement, mais ça c'était une parenthèse pour parler Vous auriez pu me citer, c'est mais effectivement, mais ma chère voisine, c'est voilà. Ce qui fait la différence entre moi et vous. Mais c'est pour ça que je ne suis pas encore journaliste. Exactement, mais je vous le souhaite. Mais je ne sais pas. Mais en tout cas, pour revenir au sujet essentiel, c'est quand même qu'on parle de l'Iran qui, au lieu de s'inscrire dans un chemin que Trump essaie de surpasser en ce moment parce que c'est difficile pour lui de faire des efforts comme il le fait, d'être assez calme. C'est peut-être la sagesse de ses 80 ans dans quelques jours maintenant qui l'amène à réfléchir autrement et peut-être avoir des commentateurs qui sont un peu plus sympathiques avec lui. Mais d'une certaine manière, il faut aussi reconnaître que l'Iran fait tout pour provoquer dans le détroit d'Ormuz. Et oui, ça s'est passé dans le détroit d'Ormuz, qui est encore bloqué et dont on voit que des Shahed se baladent pour profiter d'une occasion et de foutre la zizanie. Un mot sur la riposte, puisque ce soir, Trump dit « nous allons riposter ». Et vous êtes toujours avec nous, Gérald Dutartre. Aidez-nous à comprendre les moyens de riposte qui peuvent s'engager. Le CENTCOM publie des images de beaucoup de nouveaux moyens qui sont en train d'arriver, et notamment l'USS Tripoli. Et puis ces images des avions ravitailleurs en vol. 8 avions ravitailleurs KC-135 sont en route, actuellement visibles sur Flight Radar. On va voir même l'image sur le Flight Radar. Quel est le scénario, d'après vous, d'une riposte, disons, proportionnée? Si les Américains veulent porter un coup, réponse à l'autre coup. Regardez, on a l'image des KC-135 qui font route. Oui, c'est ce qui peut toujours être envisagé par le CENTCOM, c'est si effectivement il y a ordre entre guillemets de faire une riposte à cet hélicoptère, et ben c'est un ciblage qui va être proposé au président Trump, c'est-à-dire probablement ce que je ferais, ce serait sur la bande côtière autour du détroit d'Ormuz, comme ça a été fait d'ailleurs la semaine dernière, avec des objectifs de tout ce qui peut être une menace sur le bord du détroit d'Ormuz, et éventuellement un ou deux objectifs en profondeur. Donc ce ne serait pas, à mon sens, s'il y avait une riposte, entre guillemets, ce ne serait pas une campagne aérienne complète, ce serait quand même quelques attaques, bombardements assez bien ciblés, assez conséquents, mais ça ne dépassera pas quelques heures, à mon sens. Général ? Oui, il m'arrive de ne pas être d'accord avec Isaac Barchicha, donc je voudrais voilà. Quand vous dites là, alors on a les militaires de plateau qui disent ouais c'est un non-événement. Ça, il faut quand même que Trump fasse la différence entre l'événement et le non-événement. Quand l'Iran tire des missiles vers Israël si l'Iran ou des drones d'attaque en direction des bateaux américains, il y a une intentionnalité, il y a voilà, et donc je comprends qu'on dit je dois riposter, etc. Dans le cas présent et sous réserve d'inventaire, dans le cas présent, pour ce que nous en savons et ce que nous en déduisons de ce que nous disent les Américains, on n'est pas sûr de l'intentionnalité iranienne de flinguer un hélicoptère. Donc c'est pour ça que je dis
que c'est un non-événement, dont il importe de pas faire un événement. Voilà. Autant je veux bien que Trump fasse un événement du reste. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la mesure, c'est ça le conseil militaire. C'est réagissez en fonction de l'intentionnalité et de la réalité, pas en fonction de fantasmes. Et si ça avait été un hélicoptère français avec des militaires français, est-ce que ça aurait pu changer pour vous? Mais pourquoi voulez-vous que ça change? Mais parce qu'on a quand même 2 vies qui ont été sauvées. C'est bien. 2 militaires qui ont été sauvés. C'est pas toujours le cas dans le cadre d'une guerre, mais il faut le dire. Mais si vous voulez conseiller votre président chéri de la bonne façon, il faut faire la part des choses. Donc il faut faire la guerre. Non, il faut faire la part des choses. Il y a des choses qui sont un signal auquel il faut répondre. Et d'autres qui ne sont pas un signal, c'est limite en tout cas, pour l'instant, il n'a pas répondu. Pour l'instant, on n'a pas répondu. Si, on en est là à dire, voilà, il faut que les États-Unis ripostent. Mais je pense qu'il y a une grande différence entre l'aspect militaire du général du Tartre ou de Yakovlev et des hommes politiques comme M. Barchicha. Pour les militaires, effectivement, frapper intentionnellement, notamment les salves de missiles qu'on a vues sur Israël ou autre, ça, c'est très important. Si c'est un accident, et il se peut, alors encore une fois, on n'a pas assez d'informations, alors les politiques peuvent l'utiliser comme un événement. S'il y avait 2 militaires américains tués, c'est autre chose. S'il n'y a pas de militaires tués, c'est plutôt un non-événement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une riposte nécessairement, mais ça ne veut pas dire non plus qu'on va surrégir, parce qu'il y a des vrais soucis, enfin des vrais événements qui sont très importants. Cela étant, si on fait la suite, quand on regarde la série de tout ce qui a été touché, regardez, le drone Reaper par exemple, je crois qu'il y a 24 drones Reaper. Alors là, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 10 plus 1, 25. Voilà, regardez ces images qui l'illustrent. Donc 30 millions de dollars pièce. C'est ça? Oui, c'est ça. Cela représente une perte estimée à 720 millions de dollars. 20% du stock d'avant-guerre du Pentagone pour ce système sans pilote serait détruit. Donc là, petit à petit, malgré tout, les Iraniens arrivent à porter des coups. Oui, ils portent des coups, mais finalement, ça n'entame pas le potentiel américain de manière significative. Et l'honneur? Non, mais les Américains 1000 Tomahawk dont le coût est équivalent au Reaper. La seule différence entre le Reaper et le Tomahawk, c'est que idéalement le Reaper revient et il repart, il revient et il repart. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'est pas un one-way ticket comme on dit. Mais la notion de finance, je veux dire, les drones, c'est les Israéliens qui ont inventé les drones. C'est fait exprès pour faire des choses où on perd pas de pilote. C'est surtout ça. Mais on admet le principe que ça meurt un drone. Donc là, il y a une guerre. C'est officiel, il y a une guerre. Donc il y a des drones qui meurent. C'est pas choquant, ça? Non, c'est juste le coût, en fait, qui pour certains, c'est le coût, mais après, pose problème. Mais honnêtement, c'est pas des soldats qui meurent. C'est pas forcément un problème. Non, mais ce que je veux dire, c'est que chaque fois qu'il y a eu une attaque contre des navires américains, ou peut-être même contre ce drone, il y a eu une réponse automatique. Quasi automatique. Il n'y a pas eu des grandes déclarations. Le CENTCOM a des règles d'engagement. Il dit on est attaqué, vous interceptez ceux qui nous attaquent et il y a riposte sur la source de l'attaque, systématiquement. Et ça en reste là. Donc là, s'il devait y avoir riposte, alors ce qui m'étonne déjà, c'est il n'y a pas eu déjà de riposte de la part du CENTCOM et qu'il ait fallu attendre maintenant ou peut-être demain pour qu'il y ait une réaction. Normalement, ça se fait dans la foulée. Ce qui montre bien que du côté du CENTCOM, on n'est peut-être pas convaincu que c'était véritablement une attaque iranienne. En tout cas, intentionnelle. Maintenant, oui, alors c'est maintenant que Trump l'a dit, il y aura probablement, il sera peut-être un peu obligé de faire quelque chose proportionnel dans la zone d'action du drone pour établir le lien entre les 2 événements. Mais il y a d'un côté ni de l'autre, il y a la volonté de reprendre la guerre. Ou peut-être, c'est un petit mot, ou peut-être que c'est une façon, une tactique de Trump de dire maintenant on va avancer les négociations. Puisque je peux riposter, vous m'avez donné le droit légitime à riposter, je ne vais pas riposter, d'où ce qu'a dit Trump aussi tout à l'heure, 2-3 jours pour finaliser un accord. C'est aussi une tactique pour dire, et on est dans la tactique ici, depuis le début, celui qui a une première lecture n'a rien compris de ce qui se passe. Et donc pour dire aux Iraniens, mettez-vous à la table parce que si on revient, là on va faire très mal. Peut-être que la destruction de cet hélicoptère par les Iraniens n'est pas intentionnelle. En tout cas, ce qui est certainement intentionnel, c'est les 3 frappes de missiles sur Israël dimanche dernier. Donc, il y a quand même, me semble-t-il, dans tout ça, un message diplomatique envoyé par l'Iran aux Américains, consistant à dire « nous n'avons pas peur ». Et si vous voulez négocier, ce sera à nos conditions. Et je pense que c'est surtout ça l'enseignement de ces derniers jours, c'est-à-dire que les Iraniens ne sont pas particulièrement pressés de mettre fin à cette guerre. En tout cas, s'ils le souhaitent, c'est
en obtenant tout ce qu'ils veulent au départ et sans donner aucun gage de bonne volonté. Vous mettez le point, je trouve, compliqué. sur l'élément principal, Guillaume, c'est-à-dire le culot, l'audace, etc. de ce régime, qui est un régime épouvantable, mais il faut lui laisser ça. Il y a une forme d'audace, oui, c'est paraît fou, c'est-à-dire que dans la situation où ils sont, ils devraient prier Dieu, dire, oh, mon Dieu, ils vont plus nous frapper. Je donne toujours cet exemple. Il y a tant de leurs camarades qui sont morts, autres chefs du parti, enfin des gardiens de la Révolution. Autour de cette table, si vous étiez morts, et vous, s'il restait que, par exemple, que Elisabeth et moi, on serait pas très flambards. On se dirait, on n'a pas très envie que les opérations commandent. Comment Et là, on a ce régime qui est dans cette situation, et au lieu de se dire, ah oulala, tant mieux, essayons de trouver la porte de sortie, il a l'air au contraire de dire, nous, on continue à taper, on n'a peur de rien. En fait, la séquence à laquelle on assiste depuis quelques jours, ça n'est pas simplement de la part des Iraniens pour dire on est les plus forts, on ne craint rien, de Washington qui a promis qu'ils allaient brûler l'Iran et qu'ils n'ont rien fait et qu'ils sont en train de repartir la queue entre les jambes. Non, ça n'est pas ça. Il se passe une chose très claire. On oublie que ça a commencé. Trump a demandé à Netanyahou de ne pas frapper Beyrouth. Vous vous rappelez ? Il y a eu une frappe contre Beyrouth qui n'est pas la première fois. Il y en a eu 10 et les Iraniens n'ont jamais rien fait. Là, ils ont riposté. Il y a deux mécontents dans cette histoire. C'est Israël et l'Iran. Israël n'est pas content de ne pas être à la table des négociations entre Washington et Téhéran et craint d'être exclus, et les Iraniens sont pas contents qu'on leur retire leur puissant proxy qu'est le Hezbollah, parce que comme vous le savez tous, à Washington se déroulent des négociations qualifiées d'historiques entre Tel Aviv et Beyrouth, dont est exclu l'Iran qui manipulait le Hezbollah. Voilà la cause, et les deux mécontents, c'est Israël et l'Iran. Et le pauvre Trump qui doit gérer tout ça. Alors Trump, il est dépassé. Je pense qu'il ne sait même pas ce qu'on est en train de dire ici. Non, je termine vous là. exagérez. Non, je suis pas sûre. Je suis pas sûre qu'il. Vous pas invité à l'anniversaire. Non, mais j'irai quand même. Vous connaissez les journalistes, ils passent par la fenêtre. Mais du coup, ce que je veux vous dire, c'est qu'on n'est pas sûr que Trump saisisse cette finesse-là. Par contre, ce qui est certain, c'est que le Liban, comme à chaque fois, est une boîte aux lettres. Voilà. Sophia Mara, Aurélien Hamel, qui est mon chef d'édition, que j'ai dans l'oreille, c'est son anniversaire en plus. Joyeux anniversaire, Aurélien. Il vient de me dire, elle est quand même très en forme, Sophia Mara. Voilà, et je confirme. C'est vrai que vous êtes très. Je sais ce qu'elle a bu. Qu'il n'y a pas d'alcool sur ce plateau. En tout cas, quoi qu'il en soit, regardez la suite des pertes américaines. C'est quand même très impressionnant, effectivement. Les drones Reaper dont on parlait, impressionnant, peut-être pas en masse, mais enfin en symbole. Les KC-135. Il y a eu version 1 qui a été rustinée, si je peux employer le néologisme, une fois, un autre KC-135 qui a été aussi bricolé avec ses rustines. Toutes ces images-là, Guillaume Roquette, bien sûr, c'est pas l'armée américaine reste la plus forte du monde, mais tout ça, quand même, ce sont des petites blessures d'orgueil, sans compter évidemment la WACS qui a été évidemment le sommet de tout ça. Oui, mais il me semble que si les Américains veulent la paix, c'est pas à cause de ça. Parce que, compte tenu du nombre de frappes, on est entre 10 000 et 20 000, les statistiques changent. 23 500 israéliennes et américaines. Voilà, effectivement, moi je m'intéressais que aux frappes américaines. C'est 13 000 à peu près. Voilà, c'est ça. Donc entre 10 et 16, j'étais à peu près dans les purs. Et les Américains ont eu quasiment pas de pertes. Il y a eu effectivement des gens qui sont morts, mais malheureusement, c'était plus dû à l'importance du dispositif déployé avec des gens qui sont écrasés lors d'une manœuvre ou en tout cas, le bilan humain, il est relativement faible. Le bilan matériel, il est important, mais la machine militaro-industrielle américaine aurait pu compenser. Le problème, c'est surtout que Trump n'y arrive pas. C'est-à-dire que on est au bout de 100 jours de guerre et il n'a obtenu aucun des objectifs qui s'étaient fixés. Il faut se rappeler que quand même, je pense à la WACS et à certains des KC-135, c'était sur des bases et en fait, du coup, c'était pas... pendant une opération, c'est qu'ils ont mal protégé à un certain nombre de bases et donc ils ont été frappés. C'est pas au-dessus de l'Iran qu'ils ont été frappés. Oui, non, mais si vous voulez, statistiquement, alors que l'on perd du matériel à la guerre, je veux dire, c'est assez normal, quoi. C'est même que l'on perde aussi des hommes, hein, malgré tout. Si on prend pas de risque, on risque pas de gagner grand-chose. Mais il y a les pertes qui sont, je veux dire, qui sont acceptables, qui sont compréhensibles. Le drone Reaper qui est en patrouille, qui se fait abattre, bon, ok, ça fait partie des choses acceptables. Le fait de se faire taper, par exemple, sur une base, là, par contre, c'est
c'est plutôt le signe qu'il y a eu un loupé quelque part, quoi. Ou les frappes sur la base initiale de frappes de drones sur la base de l'US Army au Koweït, là aussi, c'est qu'il y a quand même un petit loupé quelque part. Donc, ce que je veux dire, ce sont des pertes qui auraient pu être évitées de la part des Américains avec un peu plus d'attention. L'Iran, regardez comment l'Iran, évidemment, met tout ça en scène. Alors, il y a la citation que je vous donnais tout à l'heure. Pour être très précis, c'est le président de la commission de sécurité du Parlement. Je ne sais pas qui est l'équivalent en France, monsieur le journaliste politique. J'arrive à vous sécher. Je suis content de vous sécher une fois, Guillaume. Non, mais c'est peut-être parce qu'on n'a pas ce poste. C'est quotidien. Il y a bien une commission de la sécurité et de la défense. Il y a la sécurité et la défense. Voilà. Qui est président de la commission de la défense? Je ne sais même pas si c'est le titre. Je devrais savoir. Vous avez le temps de réfléchir d'ici la fin de l'émission. Eh bien, son équivalent iranien dit: nous baisons la main de ce guerrier qui a porté un nouveau coup au diable et nous l'honorerons comme un héros. Et regardez les images à Téhéran où ils font cette mise en scène de propagande. C'était déjà avant, c'était quand ils ont tiré les missiles sur Israël, où on voit organisation de manifestations par le régime, drapeau, et les missiles sont tirés dans le ciel de Téhéran pour dire: regardez nos beaux missiles. Comme par hasard. Par hasard. Juste on est en dessous, les missiles qui ont été... la photo est belle, le cliché est beau. On a retrouvé Internet, on a des gens, je ne sais pas s'ils sont voilés, pas voilés. Certains journalistes ont un Internet depuis le début 5G++. Donc bon, voilà, non, mais on est dans la propagande, évidemment. Je voudrais, moi, juste si vous me permettez, revenir sur un sujet du timing. Alors, moi, je reviens des États-Unis, j'ai passé quelques jours aux États-Unis. Bon, aux États-Unis, la guerre n'intéresse pas forcément. C'est le coût de la vie. L'essence, c'est un petit peu, le coût d'essence, c'est un peu calmé, mais donc je pense pas que ce soit les Américains qui soient pressés de faire un deal. C'est aussi peut-être pour ça que Trump veut laisser passer les festivités, notamment la Coupe du Monde, pour peut-être y revenir après. Mais je pense que les Iraniens, c'est leur façon de faire, mais ils ont toujours été comme ça, un peu kamikazes. Ils n'ont plus rien à perdre. Ils n'ont plus rien à offrir, ils n'ont plus rien à perdre, donc ils foncent, ils essaient de faire tout ce qu'ils peuvent à droite à gauche avec les moyens du bord. Ils ont annoncé, je crois hier, que s'il y avait deal, c'est uniquement un deal avec de l'argent et des gros sous sur la table. Ils avaient déjà annoncé ça, mais ils sont revenus à ça. Je pense que c'est plutôt que les Iraniens aujourd'hui sont dans une capacité de non-réflexion, alors que Trump, lui, fait preuve, encore une fois, de retenue. Mais est-ce que ça va suffire? Je ne sais pas. On a vu quand même les Iraniens, ils ont tenté d'attaquer la France, ils ont menacé les intérêts français, ils ont tenté d'avoir les Chinois avec eux, d'avoir les Russes. Bon, ils font tout pour avoir une troisième guerre mondiale, d'une certaine manière. Mais oui, mais je la pousse un petit peu volontairement, mais d'embarquer un maximum de belligérants dans ce conflit, alors que là, on est sur un moment de pause, et ce moment de pause doit aboutir, notamment avec le Liban, vous le citiez, ma chère Sophia, tout à l'heure, à une paix durable, parce que le Liban le mérite, d'abord, et que Israël puisse vivre avec ses voisins en paix. Et ça, c'est ce que fait à chaque fois l'Iran. Est-ce que ça démontre que l'Iran est décidément dangereux? Hier, sur ce plateau, le général Delors qui disait: tout ce qu'on voit là, c'est pas la preuve qu'il fallait pas attaquer l'Iran. Au contraire, c'est la preuve qu'il fallait attaquer l'Iran en raison de son danger. Vous le pensez? Je dis depuis le début. Je veux dire, on a ici pendant longtemps débattu. C'est pas notre guerre. Pourquoi faut y aller? Tout se passait bien avant. Ici même, on m'a même attaqué, mais avant le détroit d'Ormuz fonctionnait. Mais oui, mais si on disait avant et qu'on fonctionnait comme ça, et que l'arme nucléaire aurait été enfin entre les mains de l'Iran, nos vies peut-être auraient été largement en danger aujourd'hui. Général, là-dessus. Je suis content d'entendre que des militaires et enfin une lecture un peu plus juste de ce qui se passe en Iran. Oui. J'aimerais avoir des certitudes sur ce coup-là, j'en ai pas. La réalité de la menace iranienne et la rhétorique iranienne, je pense qu'il y a un écart. Alors, je sais bien qu'en Israël, on voit les choses différemment et je le comprends. Mais là, sur ce coup-là, moi, je suis pas pour la guerre. Je veux bien comprendre qu'on fasse la guerre, quand on n'a pas d'autres solutions, qu'on a épuisé toutes les solutions, c'est la doctrine Powell, comme on dit, et 2, quand on a une chance raisonnable de succès. Moi, depuis le début, quand Trump a commencé à rassembler son armada, je me suis dit, elle est où sa chance raisonnable de succès? Il se met dans une canule, il va être obligé de commencer une opération. Quelle est sa chance raisonnable de succès? Faire la guerre sans but et sans chance de succès, je suis désolé, je n'ai pas de solution au problème iranien, mais je sais que ça, c'était pas une solution. Et qu'on y est encore, et que ça, au final,
Trump aura renforcé l'Iran. C'est quand même un paradoxe et c'est clairement pas ce que je souhaitais à titre personnel. Donc retour à la case départ, à la même question qui revient. Si Trump voulait réellement réussir son opération, il eût fallu qu'il mette le paquet. Non, il n'avait aucune chance de réussir son opération et je suis convaincu que ses militaires le lui ont dit, parce que c'est ce qu'ils disent depuis 20 ans à une succession de présidents et qu'il n'a pas voulu les écouter. Donc on revient encore à la même question, c'est-à-dire que depuis 100 jours, on découvre au fil de l'eau que les Iraniens, au final, on ne peut pas discuter avec eux, on ne peut pas négocier avec eux. Donc si Trump ne devait pas faire cette guerre, ou peut-être à sous-estimer l'ennemi, ou peut-être à sous-estimer les capacités militaires qu'il aurait dû envoyer. Donc on revient toujours à la même question existentielle, il faut faire quoi ? Repassons par Washington. Il faut discuter avec les Iraniens comme en 2015. Il est presque 23 heures. On va juste passer par Washington pour voir les dernières nouvelles. Mathieu Derrien, puisque pour celles et ceux qui nous rejoignent, je le rappelle, ce moment extrêmement important, hélicoptère américain tombé. Trump ce soir dit riposte. Que dit-il d'autre, Mathieu Derrien ? Eh bien, il donne des nouvelles des pilotes pour réaffirmer que les pilotes sont sains et saufs, qu'ils ont été secourus. Et déjà, des réactions du côté du Parti républicain. Le premier à dégainer, ça a été Ted Cruz, le sénateur du Texas. Alors, vous savez, c'est un peu un des faucons du Congrès américain. Il a toujours prôné une approche assez ferme, voire agressive vis-à-vis de l'Iran. Donc, pas étonnant, il se déclare d'accord, absolument d'accord même avec le président Trump. Il dit trop, c'est trop, il va falloir riposter. Alors, il faut noter que l'enquête du Pentagone pour déterminer les circonstances de ce crash est toujours en cours. On n'est même pas encore sûr qu'il s'agisse d'une attaque ou si c'est un accident. Par exemple, vous le disiez, une interception de drone qui a mal tourné. Mais ni Donald Trump ni Ted Cruz n'ont attendu les conclusions de cette enquête pour appeler à une riposte. Le problème, maintenant, ça va être de savoir comment riposter. Est-ce que le président américain va prendre le risque d'une nouvelle escalade de violence dans la région ou au contraire, est-ce qu'il va rester mesuré pour essayer de sauvegarder les discussions en cours avec les Iraniens ? Il faut noter que encore ce matin, Donald Trump disait qu'un accord avec l'Iran était tout proche, peut-être même à quelques jours d'être conclu. Merci beaucoup Mathieu Derrien. Qu'est-ce qui se passe selon vous à la Maison-Blanche ? C'est-à-dire Trump, que peut-il faire ? Que lui disent ses généraux ? Ils sont un peu embêtés, non ? Oui, mais tout le monde est embêté, il faut être clair. Vous avez une expression arabe qui dit la magie s'est emparée du magicien. Voilà, donc Donald Trump a lancé un truc. C'est retourné contre le magicien. Donald Trump a lancé un truc qui maintenant, le 28 février, qui maintenant ne maîtrise plus. Là, il est en position... C'est le golem. Tradition de Prague, des Juifs de Prague, c'est le golem. Oui, alors après, surtout en situation, là, on va faire une autre référence, il est devant des situations, c'est le problème du Kobayashi Maru. Voilà, c'est... Ah ouais, d'accord. Tout à fait, oui. C'est Star Trek. Et quand on le dit lentement, ça donne quoi ? C'est le problème dans Star Trek, c'est-à-dire qu'il n'a que des mauvaises solutions face à lui. Donc il est piégé et il est coincé. Et pire, c'est-à-dire qu'au départ, je vais faire une troisième référence. Au départ, il y avait à peu près une stratégie, alors qui était mauvaise. Moi, personnellement, j'étais pour l'attaque en Iran, mais pas de cette façon. Plutôt différemment. Ou alors, si on l'a fait de cette façon, on le fait vraiment et on met vraiment le paquet pour obtenir un résultat stratégique. Là, il a fait à minima. Mais au moins, au départ, il y avait une cohérence. Parce que la stratégie était cohérente. Elle était un peu faiblarde, mais était cohérente avec les Israéliens. Et puis, en plus, il s'est dissocié de cette stratégie. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller même au bout, d'essayer au moins de détruire les capacités militaires, l'arsenal balistique, non, il s'est arrêté. Il est coincé. Et donc, se trouve, et là, le problème à deux camps devient un problème à trois corps. C'est-à-dire que vous avez Israël qui fait sa politique d'un côté, l'Iran et lui, et problème à trois corps, on ne peut plus les maîtriser. On peut plus les prévoir. Donc, il est coincé dans une position, pour l'instant, qui est impossible. Alors, donc, il faudra peut-être trancher le nœud gordien et puis relancer une grande opération militaire pour essayer enfin d'obtenir quelque chose. Mais il n'a pas du tout avec l'Iran plus forte que prévu. Je vais évidemment continuer la discussion, mais pour ouvrir votre discussion, le CNN qui donne des informations très marquantes sur la capacité de combat iranienne qui s'est reconstituée. Alors ça, c'est quand même très inquiétant pour l'Iran et Israël. En tout cas, c'est très ennuyeux. L'Iran a déjà relancé une partie de sa production de drones. 4 sources déclarent à CNN que les renseignements américains disent l'armée iranienne se reconstitue beaucoup plus
plus rapidement que prévu initialement, et Trump lui-même l'accrédite en donnant ce chiffre qui est assez étrange par son exactitude. On lui demande, alors est-ce que vous avez le chiffre? Et il hésite un peu, il dit oui je l'ai, je ne veux pas vous le donner, vous savez, comme dans La Flamme Jonathan Cohen, il finit par lâcher quand même, je l'ai, je vous le donne, ils ont encore des capacités environ 21% à 22% de leurs missiles. Un chiffre trop précis pour être vrai et qui est en contradiction avec ce que disent les renseignements américains, si toutefois ils disent vrai, et qui mentionnait une capacité balistique de l'Iran de 66 à 70%. 70%? Oui, des 2/3. C'est ce que dit dans la presse américaine, ce que rapporte la presse américaine en citant des renseignements américains. Si c'est vrai, c'est très inquiétant. Évidemment, c'est inquiétant. Attendez, vous dites que 70%, ils ont beaucoup de missiles balistiques, oui, seraient intacts. Oui, tout à fait. Et ce qui est inquiétant, parce que les drones, vous savez que c'est très facile de produire des drones, même en temps de guerre. Regardez l'Ukraine. Le plus difficile, c'est les missiles. Or, ces missiles-là, si ces sources disent vrai, ce qui n'est pas du tout sûr, et parce qu'en temps de guerre, même les militaires mentent, ou surtout, excusez-moi, ça faut de respect, et peut-être aussi, avec tout le respect qu'on lui... Oui, se trompe éventuellement. Oui, et une certaine presse aussi. Et donc, par conséquent, on peut penser que la vérité se trouve entre ces deux chiffres qui sont très éloignés. Même s'ils ont gardé 30% de leurs missiles, ça vous paraît crédible, général ? Ça me paraît crédible. Moi, depuis le début, les chiffres de Trump, l'année dernière, il a dit qu'il avait oblitéré. Donc maintenant, je ne crois plus aux chiffres. Il n'y a plus personne. Si, il y a un chiffre qu'on voit, c'est que jusqu'au cessez-le-feu, tous les soirs, il y avait une centaine d'objets qui étaient tirés par les Iraniens. 20, 30 missiles, 70 drones dans ces eaux-là. Et tous les jours, toutes les nuits, il y avait ce petit flux qui partait. Et moi, je m'attendais, j'avais dit, on sentira la victoire quand le flux se tarira et quand plus personne ne voudra tirer de drones parce qu'ils se font massacrer, ils se font cartonner immédiatement. Donc ça suppose une autre action aérienne des Américains qui n'ont jamais voulu faire. Et donc, le vrai chiffre pour moi qui compte, c'est pas combien de missiles il leur reste, même s'il est très important, c'est combien peuvent-ils en lancer et tout, c'est le dernier jour du cessez-le-feu, ils étaient encore capables de tirer. Ça, on les a vus sans objet, qui la plupart étaient interceptés. Mais ils étaient capables de les lancer. Voilà un chiffre incontestable. Mais même juste avant le cessez-le-feu ou juste après, c'est même les renseignements israéliens ont dit ils ont au moins 1000 missiles capables encore de toucher Israël. Donc les renseignements israéliens qui étaient assez clairs sur le sujet allaient à l'encontre de ce que disaient. Et regardez les dernières illustrations, puisqu'ils ont tiré ces dernières heures sur Israël. Alors, missiles interceptés, mais enfin, il y a cette image qui est à la fois ridicule et quand même inquiétante, c'est ce missile qui est tombé dans la région de Jéricho, et il l'a moitié enfoui dans le sol, périphérie de Jéricho. C'est un des missiles qui ont été interceptés, mais enfin, il est là. C'est pour ça alors c'est peut-être un missile outil, c'est un missile sans grande précision qui a été lancé parce qu'il fallait lancer quelque chose. C'est peut-être. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est au passage, c'est que quand la première salve de missiles iraniens est partie, qui était assez moderne, il y avait des Fatah 1, enfin ce qu'ils ont de plus moderne, plus manœuvrable, ils se sont débrouillés pour la faire passer au-dessus du Liban. Et pour que ce soit visible depuis le Liban, pour montrer au Hezbollah et que c'était pour eux, c'était pour les soutenir. C'est ça le vrai message en réalité, qu'ils ont fait ça. Bon, c'est pour ça que Netanyahou pousse d'une certaine manière. En tout cas, il annonce qu'il est capable, et l'armée israélienne le dit, de finir le job sans Trump, parce que voilà. Mais quand vous disiez tout à l'heure, Trump est un peu coincé. Moi, je suis pas forcément d'accord, parce que qu'est-ce que ça montre ? Ça montre déjà que Trump ne veut pas la guerre, parce qu'on l'a dit ici pendant la campagne, il veut pas la guerre, c'est le président qui fait pas les guerres. Après, on a tous dit, il a été dit ici, non, il fait la guerre. Regardez, il dit l'inverse de ce qu'il a promis pendant la campagne. Donc là, ça prouve bien qu'il a l'opportunité depuis un certain nombre de jours déjà de remettre la machine en route, et il ne le fait pas. On a dit aussi qu'il était sous influence de Netanyahou. On a clairement vu ces derniers jours qu'il ne l'est pas et qu'il a affirmé que c'était lui le big boss. Bon, est-ce qu'il y a derrière un jeu de good cop, bad cop ? Probablement, mais derrière on ne saura pas. Je pense qu'il essaye aussi de faire ouvrir les yeux au monde, et que le monde aujourd'hui est un peu amorphe, alors que beaucoup, et encore le général à ma droite, disait il faut une solution diplomatique, il faut une solution de négociation qu'on voit qui n'aboutissent pas. Et donc Trump va dire à terme, à un moment donné, il prendra sans doute ses responsabilités de dire j'ai tenté la voie diplomatique,
Et on voit bien qu'il se retient énormément. Et malgré cela, et malgré tout ce qu'ils ont fait, dont il a la légitimité de dire à Netanyahou continue, ou de dire aux Émirats allez-y, moi je pense que c'est lui qui leur dit n'allez pas pour l'instant, eh ben on voit bien que les Iraniens sont encore de prouver qu'on ne peut pas leur faire confiance et qu'une négociation n'est pas possible. Et ce soir, quelle est la riposte possible? Trump dit nous allons riposter. Je viens d'être informé que les Iraniens ont abattu un de nos hélicoptères alors qu'ils patrouillaient au-dessus du détroit d'Ormuz. Les États-Unis se doivent de riposter à cette attaque. Le communiqué du CENTCOM est un peu ambigu. Ils disent dans les eaux régionales. Ça veut dire quoi les eaux régionales? Ça veut dire il n'y a pas d'eau régionale, il y a des eaux territoriales et des eaux internationales. Donc je sais pas. Les eaux régionales, ça peut vouloir dire on est un peu emmerdé. Oui, c'est ça. Je pense que c'est une confusion délibérée ou un flou délibéré de la part du CENTCOM. Peut-être parce que justement, ils ne veulent pas être dans une logique escalatoire, comme on dit aujourd'hui. Surtout que le Wall Street Journal aurait rapporté que Trump aurait dit à un journaliste du Wall Street Journal par téléphone justement que it wasn't a big deal. C'était pas quelque chose de très grave. Donc on sent quand même peut-être une riposte, mais quelque chose pas trop fort pour pas justement peut-être empiétiner sur les négociations en cours. Allez, comment vous, général, si vous étiez général américain, Jean Yakovlev. J'ai dit tout à l'heure, c'est un non-événement dont il importe de ne pas faire un événement. S'il doit répliquer, comment le fait-il? Qu'est-ce qu'il fait? Déjà, je lui dis, on ne réplique pas sur ce coup-là. Vous voulez une négociation? Vous avez dit à un journaliste qu'il était à 2 ou 3 jours. Il peut pas se déjuger. À 2 ou 3 jours de la fin d'une négociation, on arrête de s'énerver pour des conneries et puis c'est tout. Il peut pas se déjuger. Mais c'est ce que je lui dirais. Bon, c'est pour ça que je suis viré. La réalité, c'est pas chef d'état-major ni américain ni israélien. La réalité, c'est que Netanyahou a appelé Trump, lui a dit ne réponds pas. Vous croyez qu'il s'est amusé? Il a eu le culot de lui faire le coup. Et Macron lui a dit réponds de manière proportionnée. Non, mais je pense qu'il y a quand même aussi en interne de la pression. Et il ne faut pas sous-estimer des Ted Cruz et d'autres qui vont peut-être exiger, notamment parce qu'on a aussi des primaires. On est mardi, donc il y a des primaires ce soir aux États-Unis, il y a une élection en cours. Il faut être plus macho que. Et oui, pour certains en tout cas, je pense à Ted Cruz. Et donc il va exiger quelque chose, mais je rejoins ce que disait le général de Tartre. On a vu ces dernières semaines des frappes limitées sur Bandar Abbas, sur Minhab. Ça peut revenir exactement ce qu'on voit. C'est probablement ça, mais bien sûr, parce que on voit pas pourquoi il ferait autre chose. Oui, en réalité, non, mais bien sûr. La vraie riposte militaire américaine, ce serait de mettre hors d'état de nuire les missiles balistiques iraniens, et ils n'y arrivent pas. Ce serait de démanteler la menace nucléaire iranienne, et ça, ils n'y arrivent pas non plus. Donc effectivement, malheureusement, ils vont un peu gesticuler, ils vont faire semblant de réagir, et tout en passant au sujet suivant, parce que, et vraiment je le déplore, et je pense que Trump a eu raison d'essayer, mais il n'est pas parvenu à ses buts de guerre. Regardez, prenons le flight radar de la région, c'est toujours intéressant de voir si la région se prépare effectivement à une riposte. Et là, ce qu'on voit là est quand même très intéressant, c'est-à-dire qu'effectivement le ciel de l'Iran, et c'est grand, c'est 4 fois la France. 4 fois, c'est juste à peu près 3 fois et demi ou 4. Et là, oui, toute la République islamique, dans le ciel, toute la République islamique, il n'y a pas un seul avion. Et en Irak, on voit l'Irak. Et en Irak, il y a un avion. Alors ça, il est perdu, c'est l'avion orphelin dans le ciel de l'Irak, dans la région de Bagdad. Mais visiblement, personne n'a trop envie de s'aventurer entre les missiles qui peuvent partir d'un côté ou de l'autre. Ça fait 100 jours que ça dure. Oui, c'est pas, ils sont revenus. Il fut un temps où les avions recommençaient à voler au-dessus de l'Iran. Je pense que c'est plus l'affrontement entre l'Iran récent entre l'Iran et Israël qui a chassé les gens. Ça fera plaisir aux écolos en tout cas. Oui, là on décarbone un peu. Parce qu'il faut les avions. Oui, mais il n'y a pas là. Non, je pense pas que ce soit en prévision de nouvelle campagne de frappe américaine sur l'Iran. En revanche, s'il y a une attaque, s'il y a une riposte, elle sera limitée, il faut être clair. En revanche, oui, la vraie tension, elle est entre Israël et l'Iran, quoi. Mais si je peux me permettre, quand on voit le bas de cette carte, c'est-à-dire le sud du détroit d'Ormuz, on peut constater que l'Iran, en tout cas, n'a pas réussi à arrêter la vie et le trafic aérien de la région, puisque en fait, même s'il y a des tirs sporadiques de l'Iran, un missile qui tombe par-ci par-là, la vie continue. Malheureusement, c'est pas le cas dans le détroit où les bateaux peuvent pas sortir, mais les avions, en tout cas, eux, circulent. Oui, c'est vrai, et non seulement ça, mais je vous donnerai même les derniers chiffres pour les premiers jours du mois de juin, alors qu'on sait qu'en moyenne, par le détroit d'Ormuz, entre 125 et 140 bateaux. Aujourd'hui, du 1er au 4, on a 2 bateaux
8 bateaux et à nouveau 4 bateaux, Il y en avait 4 bâtiments. Il y en avait 6 hier. Oui, et 6 hier. Moi, j'ai les chiffres que du 1er au 4. Donc, oui, effectivement. Donc, c'est vraiment problématique. Mais je partage tout à fait l'opinion qui veut que cela ne consiste pas, ne prélude pas, enfin, n'annonce pas une reprise des combats entre les deux belligérants. Non, mais ce qu'on montre bien, voilà, ce qui est vide, en fait, ce sont les axes entre Israël et l'Iran. Quoi. Ouais. Là, oui, c'est vide. C'est pour ça que l'Irak est vide. Mais, et ça nous amène au sujet suivant, c'est-à-dire que là, on ne s'attend pas à quelque chose dans le Golfe. En fait. Vous dites ce à quoi on s'attend, c'est l'éventuelle riposte des Israéliens ou vice-versa, la dureté des affrontements entre Israël et l'Iran. Et regardez, Netanyahou ne cède pas du tout aux injonctions de l'Iran et pas tout à fait aux injonctions de Trump, puisqu'il continue à frapper de façon très puissante le sud du Liban, région de Tyr. Écoutez et regardez bien cette séquence. C'est un homme qui filme simplement après le bombardement à Tyr. السكن الشعبية من الشارع المحلات لا حول ولا قوة إلا بالله. Image intéressante, hein. Trump avait dit à Netanyahou, essaie d'éviter de détruire des immeubles entiers, retiens un peu les coups. Netanyahou est entre deux. On ne peut pas dire qu'il suit tout à fait l'avis de Trump. Non, il ne suit pas tout le fait l'avis de Trump et c'est un peu normal. Il est obligé de riposter en quelque sorte. Ça circule notamment dans les médias israéliens mais aussi américains que Marco Rubio se serait intervenu auprès de Donald Trump pour dire faut comprendre, il faut les laisser répondre et répondre de manière importante. Donc oui, Trump peut-être ne comprend pas exactement la situation d'Israël et je pense que ça fait partie du jeu, mais Netanyahou, et il a déjà dit à plusieurs reprises, donc c'est pas tout à fait nouveau, qu'il peut le faire, comme disait Isaac Barchicha, il peut le faire si nécessaire sans les États-Unis, et il y a un appel de Netanyahou depuis quelques mois même, d'une autonomie de plus en plus importante. Il y a beaucoup d'effets au sud du Liban. Regardez les images des évacuations, où on comprend que l'action d'Israël est tout à fait, alors qu'on soit favorable ou défavorable à cette action, elle est très considérable. Les effets sur la population civile, directs, indirects, sont très considérables. Il ne faut pas les sous-estimer. Et Trump dit, attention, c'est ce qu'il disait à Netanyahou, tout le monde est en train de te détester. Oui, loin de toute haine ou sympathie, puisque nous, là, en réalité, juste, on rapporte les faits. À Tyr, j'ai parlé à 2 ou 3 sources depuis 24 heures sur cette région-là. C'est une véritable hémorragie humaine. Tous ceux qui restent vivants à Tyr a été appelé à évacuer. Et Tyr, c'est quand même une ville assez grande, où il y a des chrétiens, où il y a des gens laïcs, où il y a beaucoup de gens proches de Nabih Berri et non du Hezbollah. Et ce qu'on voit là, c'est totalement disproportionné et injustifié, surtout quand vous voyez les villages autour de Tyr, où Tsahal rentre, se déguise par exemple en femme avec des dessous affriolants roses et se met à ridiculiser les statues de la Vierge, tout ça. Ça n'a rien à voir avec la sécurité d'Israël. Quand les militaires sont sur le terrain et qui dynamitent les maisons avec du C4, du C4, c'est-à-dire du TNT, là on n'est plus sur on bombarde parce qu'il y a des terroristes, il faut les neutraliser, il faut qu'ils arrêtent de frapper sur le nord d'Israël. Non, on détruit des dizaines de villages, on s'en prend aux écoles, aux infrastructures. Est-ce qu'il y a une volonté israélienne, d'après vous, je vous pose tous la question, je pense que vous n'avez pas le même avis là-dessus, mais de frapper des infrastructures civiles? Ils frappent tout, ils ont frappé, ils ont tué des militaires hier, il y a des journalistes qui ont été tués, mais des militaires, secouristes, des infrastructures civiles qui ont fui, qui ne font pas de face à face avec Tsahal, et même des casernes vides. C'est-à-dire que les militaires se replient pour ne pas se battre avec Tsahal. Est-ce qu'il y a des agents du Hezbollah Oui, bien sûr qu'il y a des qui ont vocation à ne pas se cacher dans des lieux religieux, dans des lieux civils. Non, pas dans les non. Si, il y a mais est-ce que vous croyez que le mode opératoire, maintenant les gens le savent, ils ont ouvert les yeux. Du Hamas, du Hezbollah est le même, c'est-à-dire qu'ils vont volontairement. Je parle, c'est certain. Sophia, vous connaissez, mais vous n'y êtes pas maintenant. Je peux vous dire les gens avec qui j'ai parlé et fact-checké en tant que journaliste
journalistes, il y a des tunnels. Mais ça... Il y a le Hezbollah. il y a des tunnels. Pardonnez-moi, Isaac, s'il vous plaît. Il y a le Hezbollah. Le Hezbollah a pris en otage le Liban. Le Hezbollah creuse des tunnels. Le Hezbollah cherche des noises aux Israéliens, alors que de toute façon, ces 3 pichenettes qu'il envoie ne fait pas de victimes, et c'est heureux. Non. Mais force Attendez, je termine juste la phrase. Mais force toute la population du nord d'Israël à fuir, et ça, c'est très gênant pour la population et pour le gouvernement israélien. Et il n'en demeure pas moins que quand nous, journalistes, fact-checkons des lieux, c'est fact-checker, ça veut dire qu'on sait qu'à cet endroit-là, avec les personnes avec qui j'ai parlé, non seulement c'est pas des gens du Hezbollah, mais c'est des gens qui ne supportent pas. On reste sur le sujet, s'il vous plaît. Parenthèse, simplement, je reviens tout de suite à la discussion, mais des agences iraniennes font état d'explosions entendues dans le sud de l'Iran. On y revient évidemment dans un instant. Ça voudrait dire que la riposte américaine, si riposte il y a, est en cours, mais ça sous réserve. Général Yakovlev, et là encore on continue la discussion, oui ou non, est-ce que selon vous l'action israélienne dans cette ville de Tyr et ailleurs est proportionnée au risque que représentent les terroristes du Hezbollah ? Non, elle est clairement disproportionnée. La loi de la guerre et la morale de la guerre, parce que malgré tout, et quoi qu'en disent certains Israéliens, il doit y avoir un sens moral à ce qu'on fait. Et ça a d'ailleurs été un des points forts de Tsahal pendant longtemps, de dire nous, on a un sens moral. À l'heure actuelle, quand on constate qu'il y a des milliers de morts côté israélien, côté libanais, et qu'il n'y en a pas, même s'il y a des intentions, côté Hezbollah, c'est complètement disproportionné. Samedi dernier, je crois, il y a les Israéliens ont frappé un hôpital au prétexte au motif qu'il y avait deux ou trois Hezbollah dedans. Quand vous flinguez 2 ou 3 Hezbollah, cible légitime, en cassant un hôpital, vous êtes complètement au-delà du droit de la guerre. Et je vous interromps, c'est complètement choquant. On apprend à l'instant que la riposte américaine... C'est une chose, c'est pas la même chose que casser le Liban. À la seconde où nous parlons, on reviendra au Liban évidemment, et à vos avis, mais les États-Unis attaquent l'Iran. À l'heure où nous parlons, les forces, et cette fois c'est le commandement central américain qui le confirme, ont commencé à lancer des opérations de légitime défense. C'est comme ça que c'est présenté contre l'Iran. Aujourd'hui, sur la directive du commandement en chef, en réponse à la chute, l'abattage d'un hélicoptère Apache de l'armée américaine, la mission constitue une réponse proportionnée à l'agression iranienne injustifiée, et ce sont des bombardements qui ont lieu à l'heure où nous parlons dans le sud de l'Iran, et la riposte est en cours. Oui, c'est ce qu'on avait dit, quoi. C'est très mécanique, hein. On est attaqué, on riposte en proportion, un peu plus. Voilà, on fait le lien entre cette riposte et l'attaque. On le dit précisément, c'est parce que il y a eu cet hélicoptère que nous faisons ça. C'est pas pour autre chose, parce que et puis demain, ça sera terminé, quoi. Cette fois, c'est bien en territoire de la République islamique d'Iran. La nuance est très importante puisqu'ils avaient tiré parfois contre des bateaux. Mais là, dès que c'est sur le sol... Oui, on est sur les côtes, là, je crois. Non, ils tirent systématiquement sur la côte. Sur l'île de Keshm, là, ils sont en train d'attaquer à côté de Bandar Abbas. Donc, ça corrobore avec ce qu'on disait tout à l'heure, que les militaires, peut-être, conseilleraient Trump d'attaquer plutôt des zones côtières. Non, dans le message du CENTCOM, il parle très bien d'une réponse proportionnelle. Donc, de toute façon, on ne voit pas aller au-delà de cette région. De toute façon, l'hélicoptère était dans la région du détroit d'Ormuz. Et encore une fois, c'est ce qu'on voit depuis 2 semaines maintenant. Oui, non, c'est quoi ? C'est le 3e, 4e échange qu'on constate. Bon, voilà, demain, c'est fini, quoi. Jacques Chirac, je me rappelle quand Jacques Chirac c'était dans quel pays il avait détruit d'une seule fois toute la flotte d'une nation africaine. Côte d'Ivoire. C'était la Côte d'Ivoire, voilà. Même scénario, et là ça avait été radical, hein. Oui, il avait dit on casse tous les avions ivoiriens, quoi, dont certains ont été détruits à terre. Moi, j'ai des camarades qui sont allés taper avec des masses sur des avions iraniens. Aucun n'a été détruit en l'air. Ivoirien, qu'est-ce que ils avaient tué 21 Français et donc on protégeait d'où ils décollaient. Donc c'est une autre époque. Donc il y a eu un petit et on est resté mais on n'a tué personne, soit dit en passant. Ça a détruit le matériel. Ça a été violent quand même. Non, ça a été chaud. Non, mais il y a eu des morts ? Ah oui.
Oui, non, il y a eu des choses. Non, c'est-à-dire que effectivement, toutes les forces françaises qui étaient globalement au centre de la Côte d'Ivoire, il y a eu une attaque sur la base de Bouaké. Il y a eu 9 Français et un Américain qui ont été tués par une frappe de l'armée de l'air ivoirienne. Et donc là, c'est à ce moment-là que Chirac a dit OK, 1, vous détruisez tous les avions, et 2, vous allez vite, parce que dans la foulée que s'est-il passé, le régime a fait appel à tous ses nervis, ses miliciens, etc., pour attaquer des Français, des civils, et donc tous les régiments, vous redescendez à Abidjan et vous allez protéger la population. Et ça a été quand même très. Ça, c'était le Chirac très efficace, hein. Oui, il pouvait. Il a pu l'être. Hein. Oui. Et là, comme en Irak ou à Jérusalem. Voilà. Et là, ce qu'on a là sous les yeux, c'est une réplique, évidemment. On va voir dans les minutes qui viennent ce qu'elle représente, mais proportionné, qu'est-ce que ça veut dire proportionné? En tout cas, s'ils veulent détruire, c'est quel type de cible? S'ils veulent rester dans effectivement une forme de proportion? Alors, ce qu'on a déjà vu, c'est à la fois des lancements ou des stocks de missiles, de drones dans les ports, où il y a les bateaux moustiques. Je ne vois pas au-delà. Il faut qu'il y ait un lien. Voilà, il faut qu'il y ait un lien avec l'agression, avec l'attaque. Cible militaire, quoi. Voilà. Donc ils vont vraiment des cibles militaires, plutôt sur la côte, l'île de Kesh, mais c'est des sites de drones. Si c'était un drone, on va dire tiens, on va taper des drones, on va taper des sites de drones, voilà. Est-ce que c'est un piège, c'est-à-dire parce que ça peut continuer comme ça très longtemps? C'est quand même un peu ennuyeux pour les États-Unis, peut-être pour l'Iran aussi, mais en tout cas pour les États-Unis. Oui et non, mais je rappelle juste que encore une fois, on sous-estime la malice de l'Iran. Analysons ensemble le timing. Vous savez qu'on a parlé de l'anniversaire de Trump en grande pompe, on a parlé du 4 juillet qui arrive dans quelques jours aussi, qui doit faire un grand concert, et la Coupe du Monde qui démarre dans quelques jours, dont d'ailleurs les footballeurs iraniens ont pu pénétrer le territoire américain, alors qu'on disait il y a quelques mois, non, ils iront pas aux États-Unis. Non, mais il y a juste un arbitre somali qui a été refoulé. Oui, mais ça c'est un autre débat. Mais en tout cas, sur l'Iran, on aurait pu penser, à juste titre, que ces footballeurs iraniens ne rentreraient pas sur le territoire américain. Et donc, ils essayent par tous les moyens, encore une fois, de voir les limites que Trump. Et là, Trump, d'une certaine manière, comme l'a fait Netanyahou, était obligé de répondre. On verra si, encore une fois, ils remettront une pièce dans la jukebox, les Iraniens. Mais, de toute évidence, on est sur un Iran qui est beaucoup plus malin que ce qu'on veut le décrire sur les plateaux télé. Et ça, on l'oublie souvent. Oui, il y a tout de même quelque chose, Isaac, qui est quand même assez choquant pour les Israéliens, c'est que lorsqu'un hélicoptère a été abattu, il a riposté contre l'Iran. Lorsque c'est Israël qui a été frappé et qui aurait pu y avoir des morts, il a demandé aux Israéliens de ne pas intervenir. Il a renvoyé dans les médias. Et il a renvoyé dos à dos les Israéliens et les Iraniens pour leur dire n'intervenez pas. Quand même, ces missiles, il y a eu plusieurs salves, elles auraient pu faire des victimes civiles en Israël, et il a fait tellement envie d'arriver à un accord que, il leur a demandé de se taire. Et quand vous parliez tout à l'heure effectivement des pertes militaires, financières, moi je pense que la plus grosse perte des États-Unis à ce stade, elle est ni l'une ni l'autre, c'est plutôt une perte en dissuasion. Et c'est ça le plus grave. Est-ce qu'il y a une forme, vous disiez qu'il est devenu, les années amènent la sagesse. Écoutez Trump qui parle de façon très philosophe de tout ça en disant mais oui, au Proche-Orient, on va laisser cessez-le-feu, c'est comme ça, on tire un peu, mais c'est pas si grave. Écoutez. Monsieur le Président, comment définissez-vous le cessez-le-feu? C'est une partie du monde très différente. Dans cette partie du monde, le cessez-le-feu, c'est quand on tire d'une manière plus modérée. C'est pas mal, non? Mais c'est vrai, un cessez-le-feu là-bas est très différent d'un cessez-le-feu dans d'autres parties du monde. Que disent les orientaux sur ce plateau? Alors vous êtes oriental, Isa, vous êtes un peu oriental. D'origine orientale. Vous êtes d'origine orientale. Qui d'autre est oriental? J'ai la moitié d'origine orientale aussi. Bon, alors voilà, vous n'êtes pas oriental. Je suis aveyronais, je sais pas. C'est déjà un peu... On vous adopte. On vous garde quand même. Voilà. Là, ce que dit Trump, c'est assez étonnant. C'est le côté, au fond, assez fragile de Trump. Il relativise. Je veux dire, on a vu ce qui s'est passé pendant 2 mois, et vous l'avez dit sur ces plateaux, l'amplitude des opérations militaires pendant 2 mois. C'est vrai que, voilà, d'une certaine manière, on se focalise encore une fois beaucoup sur Trump et sa façon de réagir. Mais je pense qu'il a compris que derrière, les Iraniens, ils essaient de jouer un jeu. Et ne pas comprendre ça, c'est en fait, encore une fois, ne pas avoir compris l'essence même. Ils essayent de gagner du temps, ils essaient de... Vous disiez, Sophia, ils ont attaqué Israël.
Parce qu'ils se sont dit, bon, on va d'abord attaquer le meilleur ami des États-Unis pour voir comment va réagir Trump. Trump, il a été malin, il a pris un peu de recul. Et on a vu que Netanyahou n'était pas content parce qu'il voulait se saisir de cette opportunité. Ils n'ont pas réussi. Donc il se dit, on va attaquer directement les États-Unis. Ça va être quoi la prochaine étape? Comment est-ce que vous comprenez ce Trump-là, un peu bon papa, pour ainsi dire, il dit aussi, oui, on sait que les Chinois ou les Russes aident un peu les Iraniens. C'est pas grave, c'est de bonne guerre. Ils font des coups tordus, nous aussi, on fait des coups tordus, voilà. Parce qu'il est objectivement dans une situation d'échec. Quand, en juin 2025, il dit « Maintenant, on arrête les frappes aériennes sur l'Iran », eh bien, les frappes s'arrêtent. Quand, en janvier 2026, après avoir exfiltré Maduro, il dit « Maintenant, on arrête l'intervention au Venezuela », ça s'arrête. Et là, il voudrait que ça s'arrête et ça s'arrête pas. Ouais. Donc, effectivement, il est obligé de prendre les choses, entre guillemets, à la légère pour ne pas reconnaître cet échec. Mais la vérité, c'est que on est à 100 jours de guerre. C'était l'une des formules de sa campagne électorale, c'était arrêter les guerres sans fin, ce qu'il reprochait à ses prédécesseurs. Alors certes, 100 jours, c'est pas une guerre sans fin, mais ça commence à durer et surtout, ça ne débouche sur rien. Oui, surtout dans ces 100 jours, il y en a 40 véritablement de guerre et 100 de soi-disant négociations. Des négociations. Déjà, généralement, quand la durée de cessez-le-feu commence à dépasser la durée des combats, c'est que on a plus envie de recommencer, des deux côtés. Maintenant, oui, c'est 60 jours. Quel est le résultat de ces 60 jours? Rien. Il a avancé sur rien. Les Iraniens sont toujours maîtres du jeu. Ils ont toujours des otages, 2 prises d'otages au moins, le détroit d'Ormuz, les pays du Golfe sur lesquels ils peuvent tirer s'ils sont pas contents, etc. Et puis Donald Trump, il est Est-ce que Trump maîtrise encore la situation? Sur l'Iran, comme vous le dites, il a peu prise. Sur Israël, il a peu prise. Wall Street Journal, malgré les efforts de Trump pour apaiser les tensions croissantes, Israël a riposté contre des cibles en Iran, notamment une importante installation pétrochimique. La rupture entre les États-Unis et Israël complique les pourparlers en cours. Les tensions entre États-Unis et Israël deviennent une caractéristique déterminante de la phase actuelle de la guerre. Et ce soir, la presse israélienne, I24 notamment, fait état de déclaration de Netanyahou qui dirait « il faut qu'on se prépare à continuer la guerre seul ». Je reviens à ce que disait Sophia. Il y a la question qui se pose beaucoup en Israël aujourd'hui. Vous ne dites pas tirer, mais par contre, il y a un hélicoptère américain avec 2 soldats, qui vont très bien, et vous allez faire la guerre. Il faut expliquer ça. La question de la dissuasion. Quelqu'un disait tout à l'heure, les Américains ont perdu le sérieux de leur dissuasion. C'est Sophia qui le disait. Ah bon. Mais en fait, les Israéliens ne peuvent pas se permettre de permettre leur dissuasion, pas dans une région où leur ennemi sont à leurs frontières, notamment le Hezbollah, mais à travers le Hezbollah, c'est l'Iran. Donc il faut comprendre qu'ils peuvent pas, et je pense que Trump, qui peut-être parle comme ça du Moyen-Orient, ne comprend pas tout à fait le Moyen-Orient et cette menace existentielle qui force Netanyahou de prendre une décision et de répondre, parce qu'ils ne peuvent pas dire moi je fais rien alors que vous avez tiré des missiles vers le pays. C'est ce que je disais à Darius tout à l'heure. Vous trouviez que j'exagérais un peu, mais je pense que oui, il ne peut pas. Je pense que Trump, en principe, vous nous direz, cher Isaac, mais ne réalise pas cette complexité. Je pense qu'il ne réalise pas cette complexité. Il est peut-être coincé, ça. Mais il sait ce que c'est que le Hezbollah, il sait ce que c'est que le Liban, il sait ce que c'est que le Hezbollah. Des missiles iraniens et de leur dire calmez-vous. Et quand il y a un avion qui tombe et il n'y a pas de mort, il n'y a pas de victimes à déplorer, de frapper l'Iran. C'est la première fois qu'il frappe clairement l'Iran depuis le cessez-le-feu. Et je sais que ma chère voisine aime beaucoup les journalistes. Donc moi je cite Fox News qui dit un peu plus tôt, Trump prépare quelques jeux. Oui, ça reste encore peut-être différemment. Mais Trump prépare quelque chose de significatif et de grand en Iran. Ça veut dire qu'il y a en même temps, ce fameux en même temps dont depuis le début on en parle, où il y a encore des discussions. Il y a énormément de discussions avec ce qu'on pourrait appeler les diplomates iraniens ou ce qui reste du régime iranien ou ceux qui veulent bien discuter avec les Américains. Et je suis convaincu que une solution peut-être diplomatique, ça fera plaisir au général à ma droite, qui est encore possible, mais il y a une date d'expiration. Ça s'appelle la Coupe du Monde. Après cela, il n'y aura plus rien pour retenir Trump parce que, à un moment donné, il montre au monde entier qu'il ne peut pas faire autrement avec les Iraniens. Moi, je fais confiance au président Trump. Merci. Hier, il a dit 2 ou 3 jours et ça sera le meilleur deal du monde. Il a dit ça 38 fois. Le journaliste lui a dit 2 ou 3 jours ou 2 ou 3 semaines.
2 ou 3 jours. Mais vous ne maîtrisez Donc, pas le calendrier de Trump. Et c'est- 2 ou 3 jours, je sais faire la différence entre 2 ou 3 jours et 2 ou 3 semaines. Je pense Trump aussi. Donc je fais confiance au président Trump. Nous sommes mardi. Vendredi soir, vous aurez une table sur la victoire. CNN a compté 38 fois depuis le début du cessez-le-feu. Donc non, mais c'est bien le souci. Faut avoir confiance. Et moi, j'ai absolument pas confiance. Et la question justement avec les négociations, c'est quels sont les résultats? Est-ce qu'il y aura une vraie dissuasion de l'Iran sur le long terme? C'est une question qui se pose beaucoup dans les renseignements et tout ce qui est militaire, enfin sécuritaire israélien, parce que si c'est pour mettre les pays du Golfe et Israël dans le perspective d'une guerre quand même à long terme, on est vraiment dans une... Il y a une information importante qui vient de tomber, là, c'est préparation offensive et défensive en Israël. Tous les pays arabes du Golfe sont passés en état d'alerte maximale par crainte d'attaque iranienne. Voilà, et donc ça veut dire aussi, là on parle de 8 explosions du côté d'Aragan, au Keshm, à ce stade. La suite, on la connaît pas encore. Est-ce que c'est une reprise des hostilités? Non. Ou c'est un non-événement? Accord de paix. Non-événement. Dans 3 jours. Bon. C'est le barreau d'honneur avant l'accord de paix, vous pensez? 3 jours, accord de paix. C'est le dernier feu d'artifice. Vendredi soir, vous boirez, j'y serai pas. Non, dimanche, pour l'anniversaire de Trump. Non, il a dit 3 jours, c'était hier. Compte pas le week-end. Non. Oui, non, mais en réalité, apparemment, c'est juste un nouvel épisode pour faire avancer les négociations. C'est ce qui semble, parce que je pense que les États-Unis, à ce stade, n'ont pas les moyens militaires, ils n'ont pas sur place l'armada qui permettrait d'aller beaucoup plus loin et d'obtenir d'autres effets recherchés ou d'autres objectifs. Regardez les images très impressionnantes, c'est l'actualité, ce sont les événements en ce moment sous nos yeux à Belfast. Ce sont des émeutes qui ont lieu à Belfast extrêmement violentes après une attaque qui a été commise, attaque qui choque le pays, attaque au couteau. La victime a été blessée au visage, au dos et aux yeux. C'est un homme de 30 ans qui a été inculpé pour tentative de meurtre, possession d'armes blanches dans un lieu public, menace de mort. La police indique qu'il s'agit d'un ressortissant soudanais. Le Premier ministre Starmer qualifie l'incident de révoltant. Après la vidéo de l'agression qui est particulièrement barbare. Et on assiste là à des manifestations massives. Et on va voir que ça fait écho évidemment à l'affaire Henri Novak, où un malheureux qui avait été poignardé, faussement accusé de racisme, a été incompris par la police, qui ne lui a pas prêté secours, qui au contraire l'a menotté. Et ce mélange-là est extrêmement explosif, Guillaume Roquette. C'est ce que nous avons sous les yeux. Regardez ces images très impressionnantes. Oui, effectivement, c'est une réaction très vive de la population d'Irlande du Nord à c'est une tension qui monte, on le sent depuis des mois, on le voit à chaque résultat d'élection. Le parti le plus à droite du Royaume-Uni progresse parce que il veut mettre un coup d'arrêt à la politique d'immigration. Il y a un certain nombre de faits divers dans lesquels les immigrés, des immigrés sont impliqués, et une partie de la population britannique et d'Irlande du Nord fait un lien entre la montée de la délinquance et l'immigration. Et donc ce sont des manifestations qui sont aussi des manifestations politique, c'est-à-dire que il y a un message envoyé au gouvernement travail. Et il y a un affolement ce soir du gouvernement. Alors Keir Starmer, qui est déjà pas en position très très heureuse, il qualifie l'incident de révoltant. Rappelez-vous, on l'avait accusé de 2 poids 2 mesures, c'est-à-dire que pour la mort de George Floyd, c'était le genou à terre et beaucoup de manifestations, alors que là, une partie de l'opinion britannique dit il n'a pas été suffisamment solidaire avec ce malheureux Henri Novak. Et là, il n'est pas suffisamment solidaire. En tout cas, c'était l'accusation précédente. Là, il se précipite pour dire non, mais moi aussi je suis révolté. Il est dans une position très difficile. On le voit de plus en plus avec ce qui serait peut-être des prochaines élections qui très clairement il n'y aura pas dans sa faveur, dans une région et dans une ville surtout qui est historiquement, on va dire, tenue par beaucoup de violences, alors des violences autres, mais qu'on a vu aussi sur ces questions d'immigration ces dernières années à Belfast, où on va dire ils ont cette tendance à la violence et à des manifestations qui tournent très très mal parfois. Et on voit que tout se tient dans ce monde, c'est-à-dire que les ennemis
de l'Europe de l'Ouest sortent du bois pour dire regardez, chez nous c'est différent. Dmitriev, l'homme de Moscou, prend prétexte de ça en disant ne vous inquiétez pas, les médias britanniques expliqueront que les décapitations peu fréquentes permettent à certaines cultures immigrées de partager leur héritage et qu'elles compléteront agréablement les gangs de grooming multiculturel. Il fait allusion à cette grande affaire des viols qui a été commise notamment par des groupes pakistanais et qui ont été longtemps sous-estimés, dont l'importance a été longtemps sous-estimée. Oui, il est vrai que la police et la justice britannique ont tenté dans le passé d'étouffer ces affaires avec une intention qu'on peut comprendre peut-être, qui consiste à dire qu'il fallait pas encourager le racisme, mais quand on ils ont voulu cacher ça. Absolument, ils l'ont voulu cacher. Encore aujourd'hui, excusez-moi, une tentative, je ne sais pas s'il y a réellement eu tentative ou pas de décapitation sur le sol européen. On est en Europe. Belfast, c'est une ville importante en Europe. Donc ce sont des pratiques que les Européens n'ont pas l'habitude. On parlait de l'Orient, de Moyen-Orient, c'est vraiment aux antipodes de la culture européenne. Ramener ce genre de pratiques, malheureusement, ça ne peut faire que créer des tensions déjà existantes, identitaires, et maintenant peut-être liées à l'immigration et autres. Et on est en Europe avec des tentatives de décapitation. Et ils n'en ont pas beaucoup parlé aujourd'hui. Il y a eu une volonté de calmer, de couvrir, de cacher. Donc c'est très inquiétant. Oui, et cette tendance, elle remonte à loin quand même. Rappelez-vous, quand on appelait le Londonistan, et que vous vous rappelez du président Hosni Moubarak, qui est tombé en 2011, et qui accusait les Britanniques d'abriter sur leur territoire des djihadistes, des terroristes, et des imams qui posaient vraiment problème. Rappelez-vous de Omar Le Borgne, qui a embrigadé tant de djihadistes. C'est véritablement un problème. Et comme disait Guillaume Roquette, pendant longtemps, les autorités ont tenté de cacher, de calmer au nom de la lutte contre le racisme. Mais ça ne règle pas le problème. Même à Londres, on se souvient, je sais pas, il y a une quinzaine d'années, au plus haut point de l'État islamique, il y a eu même une décapitation dans la rue d'une djihadiste contre un militaire, je crois, britannique. C'est quelque chose qu'ils ont importé, notamment à Londres, mais aussi à Belfast, avec toutes les conséquences, malheureusement. Et il y a un risque d'embrasement considérable. Il n'y a pas un risque, c'est un moment d'embrasement. La BBC rapporte que les manifestations sont maintenant signalées dans d'autres régions du Royaume-Uni. C'est le cas à Glasgow, c'est le cas à Édimbourg, à Southampton. Il y a beaucoup de villes comme ça où c'est en train de prendre. C'est-à-dire que la colère, et on rappelle qu'il y a eu beaucoup de manifestations encore ces dernières années. Oui, pendant très longtemps, la Grande-Bretagne était épargnée par cette colère qui existe en Europe des conséquences de l'immigration, évidemment sans faire d'amalgame, mais que souvent, quand il y a des crimes qui sont commis par soit des OQTF, soit des personnes qui ont été mal intégrées, et là, en Grande-Bretagne, cette colère, elle gronde. Moi, j'ai pu enquêter sur un reportage sur les tribunaux religieux islamiques en Grande-Bretagne. C'est hallucinant. Vous avez l'impression d'être à Kandahar, avec les règles islamistes, le mariage, la bigamie. C'est les pouvoirs qui se succèdent locaux qui ont toléré. On a filmé en caméra cachée parce qu'on n'en menait pas large et que effectivement on n'avait pas peur d'être décapité à l'époque, c'était pas très courant et malheureusement ça l'est devenu pas courant, mais en tout cas on a vu plein de cas et on pense évidemment en France chez nous. Donc les réseaux islamistes, vous dites, sont en train de gagner du terrain au Royaume-Uni. Oui, mais ce que je veux dire c'est que c'est ancien, c'est enraciné et ça remonte, je vous parle des années 80. Mais il y a toute une série de documentaires sur ça s'appelait les djihadistes à côté ou Génération Djihadiste. Jihadist Next Door. Jihadist Next Door et Génération Djihadi. Et en fait, on regarde notamment une génération à partir des années 80-90, il y a à la fois une montée d'extrême droite identitaire et raciste et son contrepoids côté génération d'immigrés les parents sont immigrés nés en Grande-Bretagne qui rejoint l'État islamique entre autres et qui planifie des attaques. Il se passe quelque chose en Europe. Vous dites, vous témoignez vous vous êtes enseignante, que enseigner la Shoah dans certaines écoles en France, il y a une crainte de l'enseigner. J'insiste, ça n'empêche pas d'enseigner d'autres choses comme le drame des Palestiniens aujourd'hui, par exemple. Mais vous êtes témoin de ça, c'est vrai. Oui, mais que ça soit enseigné sur le Shoah aujourd'hui, même discuter du Moyen-Orient aujourd'hui de manière factuelle, c'est presque devenu impossible dans certains endroits. C'est pas partout, mais la Shoah, pardon, ça paraît incroyable. Dans quel pays on a de la peine à enseigner la Shoah ? Il faut le dire, mais il y a des enseignants qui ont eu. C'est très anormal.
C'est anormal, mais anormal. C'est ignoble. Mais ce qu'on voit, ce qui se passe en France aujourd'hui, ça m'étonne absolument pas. Ça faisait partir, en tout cas, de nos manuels, nous, quand on était jeunes, des pages entières qu'on a pu lire, et des films qu'on devait voir, la Comte Lucien, rappelez-vous. Mais quand on pense à Samuel Paty, enseigner par exemple liberté d'expression, et on se fait décapiter. Aujourd'hui, des enseignants, j'en connais un certain nombre, qui ont peur. Moi, je suis enseignant à la fac. Moi, je n'ai pas forcément peur de tous mes étudiants, mais on se pose des questions. Dans les collèges et dans les lycées, il y a des enseignants que je connais qui ont peur. Ça, quand on est à ce niveau-là de désordre, des enseignants qui ont peur d'enseigner, Guillaume Roquette, c'est quand même un désordre de l'État. Il y a une urgence. Si c'est pas rétabli, c'est vraiment que l'État est en faillite. Oui, mais enfin, d'où vient cette peur ? Elle n'est pas née toute seule. D'où vient la difficulté de pouvoir enseigner la Shoah ? Il y a ces difficultés, elles sont aussi la conséquence, et je ne fais pas de généralisation évidemment, d'une absence d'assimilation à nos valeurs. On parlait à l'instant d'une décapitation, une tentative de décapitation à Belfast. Je rappelle qu'il y a un professeur français qui a été décapité parce que absolument deux. Et je pensais en particulier à Samuel Paty. À Samuel Paty, il y a aussi le professeur Bernard, parce que ils essayaient justement de maintenir un enseignement libre, en l'occurrence en parlant des caricatures de Charlie Hebdo. Et la population voit cela, ça l'inquiète, et c'est normal. Je rappelle que au Royaume-Uni, il y a 6 ans, il y a une majorité qui a voté pour la sortie de l'Union européenne. Elle l'a fait contre toute logique économique, pour une raison simple, c'était pour essayer d'arrêter l'immigration. Or, ce qui s'est passé, c'est que l'immigration intra-européenne, effectivement, elle a diminué, parce que c'était beaucoup plus difficile d'aller au Royaume-Uni, il fallait un passeport, on fait la queue, il n'y a plus la libre circulation. En revanche, l'immigration extra-européenne, elle a continué à augmenter, et ça, une grande partie de l'opinion publique britannique ne le comprend pas. Et on s'est loupé, parce que le Soudanais qui a fait cette tentative est passé par Paris. Il est passé par Paris. Les autorités ont annoncé. De toute façon, c'est le passage. Par la France, c'est souvent le passage. Non, je dis pas c'est notre faute, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être certains qui sont restés aussi bloqués en France, qui sont peut-être là et on ne sait pas. Sur la Shoah, parce que je voudrais revenir, c'est un sujet assez effectivement sensible en France, c'est que moi je pense personnellement aujourd'hui, avec vraiment j'essaie vraiment de mettre de côté la casquette politique, c'est qu'aujourd'hui il y a un mélange entre la géopolitique et ce qui peut se passer notamment au Moyen-Orient, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, et l'instrumentalisation de notre jeunesse, et depuis très jeune. On a vu encore hier ou avant-hier des petits-enfants en crèche habillés pour un spectacle d'école en militaire ressemblant à du Hamas, pour faire plaisir. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est la crainte aujourd'hui, c'est que les écoles et les collèges et les que l'école conteste, soyons précis. L'école dément en l'occurrence, mais on verra la suite. Regardez, pardon, qu'on comprenne bien. Celles et ceux qui nous rejoignent, les images que nous avons sous les yeux et les faits extrêmement graves qui se passent notamment dans cette région, où on comprend que la police d'Irlande du Nord est dépassée. Et ce qui est terrible toujours, c'est que ce sont évidemment des innocents qui en payent le prix, puisque maintenant ces émeutes qui ont une grande dimension anti-immigration se retournent contre des gens qui sont tout à fait innocents. Émeutes contre des maisons voisines, émeutes contre contre un supermarché vendant des produits du Proche-Orient, supermarché Cham. Là, on voit qu'évidemment le Cham, contre-coup. Ça veut dire Syrie. C'est sûr, oui, c'est ça. Le contre-coup qui a lieu contre des communautés en général. Mais bien sûr, et c'est ça, ce sont elles qui payent en premier. Et c'est ça le drame d'ailleurs, parce que souvent vous avez des communautés qui sont complètement intégrées, qui croient vraiment et qui font vraiment allégeance au pays qui les a adoptés. Novak était polonais, d'origine polonaise, qui était intégré et qui sont intégrés, qui ont cette double filiation, cette double affection, cette double allégeance, et qui seraient prêts demain à mourir pour la France, comme ils pourraient mourir pour des pays dont ils viennent, et vous avez cette barbarie qui vient toquer aux portes de l'Occident, de là en l'occurrence, il s'agit de ce cas à Belfast, mais on l'a vu en France aussi à l'œuvre. Rappelez-vous aussi en Grande-Bretagne de ce Beatles qui a rejoint Daesh et qui était le bourreau de Daesh avec son couteau et qui se faisait appeler quelque chose Joe. Oui, c'est ça. Jihadi Joe. Jihadi John, exactement. Belfast, juste pour rappel, Belfast, au mois de juin, il y a déjà eu des manifestations, je crois que c'était des jeunes issus d'immigration qui étaient accusés d'attaquer des filles. Donc, Oui.
on peut le regretter, mais je pense pas que ce qui caractérise la communauté musulmane au Royaume-Uni, ce soit la volonté de s'assimiler aux mœurs traditionnelles britanniques. Et d'ailleurs, très longtemps, ce pays ne l'a pas demandé. Parce que le Royaume-Uni était le pays du multiculturalisme où chacun pouvait être comme il l'était, puisque le Royaume-Uni avait un empire. Le résultat des courses aujourd'hui, c'est que vous avez des grandes villes comme Birmingham, une des principales villes d'Angleterre, dont le maire est musulman, et où l'autre jour, le conseil municipal a commencé par une prière islamique. C'était quand même quelque chose d'un peu nouveau, et la colère des Britanniques face à cela, on peut le comprendre. C'est-à-dire que d'un côté, il y a un pays qui est extrêmement accueillant, et de l'autre côté, il y a le développement de ghettos et de populations qui veulent continuer à vivre selon leurs coutumes, qui ne sont pas celles du Royaume-Uni. Cela étant, on peut être non assimilé sans être violent. Bien sûr, on peut être non assimilé sans être violent. Là, on parle vraiment d'événements violents, puisque je rappelle, si vous nous rejoignez, la cause de ces émeutes, c'est cet acte extrêmement barbare d'un Soudanais, agression au couteau, qui a laissé une personne dans un état extrêmement grave. Et la vidéo de l'acte provoque cette révolte. Et ça fait écho, dites un mot de ça, au précédent, c'est-à-dire l'affaire Henri Novak, cet étudiant qui avait été menotté par la police alors qu'il gisait. Il a agonisé en disant « je n'arrive pas à respirer » et la police lui mettait quand même les menottes. Il est mort de ses blessures par arme blanche après que son assassin, un homme sikh, là, a faussement prétendu qu'il s'agissait d'une attaque raciste. C'est la concomitance, la succession de ces deux événements qui embrasent le Royaume-Uni. Oui, tout à fait. Et je veux dire, cette colère-là, elle existe, mais ça n'est pas seulement, vous avez raison, c'est la concomitance, mais aussi il y a tout cet héritage derrière, et tout. Vous allez à Londres, par exemple, et moi j'ai été assez choquée par une scène, c'est que vous avez deux policiers, un blanc, bien blanc, et un homme en barbu. Déjà, barbu à la police, ça fait extrêmement bizarre, et il s'arrête au milieu de la journée pour faire sa prière. Et pendant qu'il fait sa prière, le blanc tient son casque, il finit sa prière et ils s'en vont les deux bras dessus, bras dessous. Je me suis dit, chez nous, ça se passerait pas comme ça. Et puis une barbe, alors qu'on est militaire ou policier, c'est assez choquant. Vous n'avez pas vu les légionnaires, ils ont... D'accord. C'est pour d'autres raisons, sans doute. Mais il n'en demeure pas moins que j'ai trouvé ça assez intéressant. Comme modèle, ça n'est pas celui que nous avons adopté. Par contre, si vous creusez peu plus loin... Sophia, je me permets d'insister, encore une fois, le communautarisme est une chose, c'est pas parce que le communautarisme c'est un système. C'est ce que je dis. C'est pas pour autant qu'on est violent, c'est deux choses différentes. Vous avez des écoles, voilà. Mais et il y a un communautarisme de toutes sortes, effectivement, juifs, musulmans, ça ne veut pas dire forcément violence. Là, on est dans autre chose. Je voudrais quand même préciser quelque chose, qu'on a beaucoup parlé de l'Iran, c'était l'un des sujets de ce soir notamment. Vous savez que c'est l'Iran de Khomeini qui a instillé cette notion de l'islam radical dans notamment des pays comme européens. Avant 79, c'était des pays qui vivaient un islam tout à fait pacifique, correct, etc. Et que depuis cette révolution islamique, en Europe et ailleurs, c'est devenu bon train d'être peut-être un peu extrémiste, et c'est peut-être aussi ce qui donne ce qui se passe. Si vous nous rejoignez, les événements marchent très vite ce soir, puisque la riposte américaine a commencé. Les États-Unis d'Amérique attaquent la République islamique d'Iran. La fermeture de l'espace aérien des États du Golfe est en cours. Les États-Unis devraient s'attendre à une riposte massive, dit l'Iran, en tout cas pour l'instant. Explosion notamment dans la région de Bandar Abbas. Vous êtes avec nous, Mathieu Derrien, et les États-Unis confirment officiellement qu'ils sont en train de mener une opération de bombardement puissant sur la République islamique d'Iran. Voilà le commandement central des États-Unis qui l'a annoncé il y a quelques minutes sur X, qui a annoncé le début de ces frappes de légitime défense, je cite, contre l'Iran, après donc que cet hélicoptère Apache a été neutralisé au-dessus du détroit d'Ormuz. Je cite toujours, la mission constitue une réponse proportionnée à l'agression injustifiée de l'Iran. Alors il se trouve que Donald Trump a déjà réagi à ces informations, puisque un journaliste de la chaîne ABC, Jonathan Karl, se trouvait au téléphone avec le président américain exactement au moment où ces frappes ont été annoncées. Donc il a eu vraiment la primeur de la réaction de Donald Trump. Le président américain lui a dit, je cite, « Je pense qu'il est très important de répondre. Ils ont abattu un hélicoptère et nous répondons au moment où nous parlons. » C'est une réponse à ce qu'ils ont fait, et je crois que la réponse devrait être très forte, très puissante, et c'est ce qui est en train de se passer. Donc dans l'immédiat, on n'a pas toutes les précisions sur la portée ou même sur les cibles de ces frappes, mais ce soir plus que jamais, eh bien les discussions entre les États-Unis et l'Iran semblent pour l'instant compromises. On a du mal à voir comment un accord pourrait être trouvé, alors que c'est encore ce qu'affirmait Donald Trump
ce matin à la presse américaine. Et information de Fox News, responsable américain à Fox News, les bombardements aériens qui visent l'Iran sont en cours. Les cibles incluent des défenses aériennes et des installations radars. Général Yakovlev. Oui, s'ils le disent, ils le font. Mais j'étais vraiment frappé par l'argument de Sophia Amara tout à l'heure sur vue d'Israël, l'injustice. Il y avait une intention délibérée de l'Iran de frapper Israël, 3 ou 4 vagues de missiles, et Trump leur a dit calmez-vous. Et là, il y a un hélicoptère qui tombe. On n'est même pas sûr que ce soit intentionnel côté iranien, même s'ils s'en sont amusés après coup. Vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu ballot de leur part. Et là, on y va. Ceci dit, je pense comme Michel Goya que ils font un coup là, un coup un peu dur. Ça lui permet de sortir la tête haute et on reprend les négociations dont il a dit qu'elles déboucheraient vendredi. Oui, je pense que d'abord il faut qu'il arrête de subir et il faut qu'il montre qu'il fait quelque chose de temps en temps. Voilà, donc il agit. Alors ça sert à rien, c'est pas progresser les négociations, au contraire. Mais il reste pas, doit montrer qu'il reste pas passif. Maintenant, ce qui peut être inquiétant, c'est que l'Iran riposte, non pas contre les Américains parce que c'est difficile, mais contre les pays voisins, comme c'était le cas à plusieurs reprises. Ils peuvent retaper les Émirats, ils peuvent retaper Foujaïra, ils peuvent retaper le Koweït comme ils l'ont fait récemment. Et là, vous avez effectivement là aussi les pays voisins qui disent attendez, vous êtes gentils, mais c'est quand même nous qui prenons quoi. Et ce soir, quand même un degré de gravité vu de ces pays-là, puisque les uns après les autres, les États du Golfe sont en train d'envisager de fermer leur espace aérien, qui est quand même, ils se rendent compte que là, il y a une possibilité de bombardement à assez grande échelle. Oui, effectivement. On remarquait tout à l'heure que le trafic aérien était important ce soir au-dessus des pays du Golfe, d'après la carte, mais ça peut effectivement changer demain. Toute la question, c'est de savoir si ces ripostes, effectivement, sont des ripostes symboliques. Ça existe, en fait. Il y a parfois des frappes qui sont des frappes pour rien, entre guillemets. Les Iraniens eux-mêmes avaient fait ça. Ils avaient notamment frappé sur je sais plus si c'était au Qatar ou au Koweït. En juin 2025, oui. Voilà, en juin 2025, au moment de cette opération Midnight Hammer, mais ils avaient prévenu avant à quelle heure ils tiraient et quel était l'objectif, de façon à ce qu'au Qatar, merci Elisabeth, de façon à ce que les militaires concernés puissent évacuer la zone et se mettre à l'abri. La presse israélienne souvent a des informations, Isaac Marcha, vous la suivez, et notamment une liste initiale d'objectifs américains. Trump, il n'aime pas être chatouillé, et il a le bouton on-off assez facile. Du coup, là, ils ont identifié a priori, parce que je sais que je suis entouré de militaires qui nous disent souvent à tort, c'est quoi les objectifs ? Les objectifs, je vais vous les lister, comme ça au moins ça sera clair. La base navale de Rabar Syrique, la base navale de la province de Jask, position de la défense aérienne de Bandar Abbas, batterie de missiles côtière de Minab, batterie de missiles côtière de Keshm et le port de Keshm. D'accord. Et regardez le flight radar. Regardez le flight radar. Effectivement, comme vous le soulignez tout à l'heure, surtout entre Israël et l'Iran, c'est champ libre. Personne n'a très envie de voler sur cet axe. Peut-être que ça va s'évacuer effectivement aussi maintenant un peu dans le sud aussi. Et à l'instant, on apprend aussi que, information à confirmer, il y aurait une opération en cours des Israéliens sur la ville de Beyrouth, avec la chasse israélienne qui serait en action dans le ciel de Beyrouth, parce que évidemment les Israéliens vont agir dans ce cadre-là. Ils vont pas rester inertes. Oui, ils vont en profiter pour continuer. Enfin, c'est un peu le punching ball, le Liban. C'est-à-dire à l'aller et au retour, il se prend, alors que la situation, l'État, les citoyens, eux, n'ont rien à voir avec les pitchnettes que le Hezbollah décide d'envoyer sur Israël, provoquant néanmoins la panique parmi les citoyens israéliens et faisant déplacer des citoyens du nord d'Israël. Mais effectivement, ça n'est pas étonnant. Il y a eu une frappe hier aussi, beaucoup de morts aujourd'hui, puisqu'on a selon le bilan du ministère de la Santé, 8 morts et des dizaines de blessés. Moi, je suis très d'accord avec ce qui est dit, Sophia, parce que les civils et les populations civiles doivent être protégées. Mais je vous entends pas assez, peut-être vous l'avez fait, en tout cas pas suffisamment à côté de moi, parler du Hezbollah. C'est aussi le cœur du réacteur. C'est ça qu'il faut faire comprendre et que tout le monde doit comprendre, que malheureusement, Israël ne s'arrêtera pas tant qu'elle n'aura pas la certitude que ces menaces, notamment avec le Hezbollah, sont sous contrôle. Et malheureusement, ça donne des incidents graves, comme on peut voir, notamment sur les populations civiles qui n'ont rien demandé.
des deux côtés, et peut-être plus du Liban, certes, parce que c'est un plus petit territoire, mais en attendant, ce problème du Hezbollah doit être réglé. L'enchaînement guerrier ce soir, qu'on comprenne bien, si vous nous rejoignez 23h56, bientôt 57, évidemment nous sommes toujours en direct avec ces nouvelles qui viennent d'arriver sur le fait que les États-Unis attaquent l'Iran, bombardent le territoire iranien en représailles, disent-ils, à la perte d'un hélicoptère. Quelle est la possibilité de contre-feu maintenant ? On comprend qu'Israël entre dans la danse. L'agence du corps des gardiens de la Révolution affirme, général Yakovlev, que l'Iran lance des missiles et des drones vers des cibles américaines dans la région. On verra ce qu'il en est, mais ils ont montré précédemment qu'ils avaient certains moyens. Oui, je suppose que la riposte à la riposte, en partant d'un limite accident au départ, on est vraiment dans l'enchaînement à la con. Mais donc si jamais ils font une... Il y en a des enchaînements à la con. Oui, alors là, vraiment, il y a toutes sortes de trucs à la con en général. Bref, donc je suppose qu'ils vont frapper les nations la rive sud du Golfe. Voilà, et avec un peu de chance, Trump dira « je suis content », les Iraniens diront « je suis content ». Est-ce qu'on pourrait parler utilement maintenant, au lieu de s'énerver pour des conneries? Il y a un hélicoptère américain qui, si ça se trouve, s'est mal démerdé face à un drone d'observation et il en est tombé du ciel. Est-ce qu'on pourrait éviter de commencer la Troisième Guerre mondiale pour ça? Vous en parlez alors? Sur la côte, en plus, apparemment, c'est sur les côtes. On parlait de savoir où se trouvait, si vous permettez, l'incident. Enfin, en tout cas, apparemment, c'est sur les côtes d'Oman. Et donc, prescience. Ça veut dire que prescience du général Duterte qui était sur notre plateau tout à l'heure. Non, mais d'abord, oui, c'est la côte d'Oman. C'était un hélicoptère Apache. Il venait pas de la mer, il venait du sol, donc peut-être d'Oman, des Émirats, etc. Et il était dans la région, il patrouillait dans la région. Voilà, mais le problème, c'est que on a deux enchaînements parallèles, si vous voulez. Israël frappe sur Beyrouth, mais je rappelle que Beyrouth, c'est une ligne rouge, c'est toujours une ligne rouge pour l'Iran. S'ils ont frappé, c'est parce qu'ils avaient dit, aussi, si vous frappez la banlieue sud de frapper Daïe, nous on tape. Là, les Israéliens, s'ils refrappent à nouveau la région, qu'est-ce qui va se passer? Les Iraniens se sentiront obligés de refrapper. On a des précisions. Axios amène des précisions et ça rejoint ce que prévoyait le général Duterte sur ce plateau, en direct tout à l'heure. Axios cite les responsables américains. Les forces américaines sont en train de bombarder des systèmes de défense aérienne et radars iraniens situés autour du détroit d'Ormuz. Donc il y a un axe privilégié sur toutes les côtes. Oui. L'importance de cette riposte va être un élément clé. Ça va nous permettre de mesurer quelle est la volonté réelle de part et d'autre d'arriver à la paix. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut l'effet domino avec un incident qui provoque une riposte, moi je n'y crois pas.